Donc bonsoir à toutes et à tous, je suis Gwendolina Cramaro et je suis accompagnée de Monique Félix. On fait partie du groupe Maman Solo, c'est pas du gâteau. Et nous sommes ravis de vous voir si nombreuses et nombreuses ce soir pour ce débat sur les enjeux de la monoparentalité. Donc l'objectif est double. Le premier, c'est de visibiliser la situation des familles monoparentales, particulièrement en Wallonie, et puis d'entendre les 7 partis politiques présents sur les mesures concrètes qu'ils nous proposent donc dès le 9 juin. Alors, Monique va nous les présenter. Bonsoir. Alors, ce soir, nous accueillons Madame Valérie Warzier-Gaveren pour l'UNR, Gwenaëlle Gros-Venus pour le PS, Madame Cécile Cornet pour les écolos. De l'autre côté, nous avons Maxime Prévost, qu'on ne présente plus, pour les engagés, Monsieur Julien Lemoine pour Défi. Nous avons à côté Sonia Mattioli pour le collectif citoyen et Axel Tirifali pour le PTB. Et alors, nous avons aussi l'honneur d'accueillir une invitée de marque qui nous fera le plaisir de nous faire une petite introduction dans quelques instants. C'est Marie-Claire du collectif Famille Monoparentale de Liège, qui soutient de nombreuses familles depuis plusieurs années. Elle a reçu le prix du Parlement wallon dans la catégorie sociale. Donc, alors, il y a une autre personne qu'on voudrait aussi mettre à l'honneur, c'est Elise Degrave, qui est notre marraine de l'événement. Alors, elle est à l'étranger, donc elle ne peut pas être présente, mais elle a tenu à nous laisser un message. Maestro, si vous pourriez mettre un petit peu plus fort. Bonsoir à toutes et à tous, je m'appelle Élise Degrave, je suis professeure à la faculté de droit de l'université de Namur et j'ai eu la chance il y a quelques années de rencontrer Gwendolina quand elle suivait des cours à la faculté de droit et très vite on a parlé des vrais combats de société et le vôtre en est un et un fameux et donc je voulais par ce petit mot vous dire tout mon soutien et toute mon admiration aussi par rapport à votre cause. Je ne peux malheureusement pas être là ce soir pour vous soutenir en présence parce que je serai à l'étranger pour une conférence, mais je voulais vous dire vraiment combien votre action est essentielle. Grâce à vous, eh bien, vous mettez des visages et des prénoms sur une réalité qui est encore trop souvent méconnue et c'est une action qui est essentielle parce qu'elle permet notamment à des chercheuses, des chercheurs universitaires, mais aussi aux responsables politiques de prendre la pleine mesure de cette réalité et de pouvoir alors tous ensemble réfléchir à des pistes d'action et des solutions notamment juridiques pour pouvoir avancer au mieux et pouvoir résoudre le plus possible les problèmes qui se présentent à vous au quotidien. Et donc vraiment infiniment bravo, bravo et surtout gardez le feu. Alors là, voici le programme donc, de la soirée. Comme je vous l'ai dit, nous aurons une introduction de Marie-Claire. Ensuite, il y aura un état des lieux qui sera présenté. Et puis là, on va rentrer dans 5 sujets qui nous paraissent cruciaux. Alors, on a dû faire des choix. Ça a été très frustrant, tant les difficultés sont nombreuses. Mais on s'est penché sur vraiment 5 thématiques qui nous paraissent cruciales et sur lesquelles nous sommes convaincus que les pouvoirs politiques ont une action à mener dès le 10 juin, en fait, clairement. Et puis, donc, une conclusion. Et il y aura aussi un temps d'échange avec le public. Et donc, si vous constatez, si vous regardez bien, les 5 thématiques sont interdépendantes, en fait. C'est des difficultés qui sont transversales. Donc, je voulais le souligner. Alors, Marie-Claire, je vais te céder la parole pour nous faire une petite introduction, nous présenter ton collectif et les actions que vous mettez en place. Merci. Je fais bien là où tu es ici. Merci. Alors bonsoir tout le monde, j'ai juste la lumière dans les yeux. Bonsoir tout le monde, je m'appelle Marie-Claire Mvumbi et je suis la présidente et la fondatrice d'un collectif citoyen qui s'appelle COFAMON. COFAMON pour Collectif des familles monoparentales.
Alors, j'ai été invitée par Gwendoline et Monique, que je remercie pour l'initiative, parce que la première chose que je souhaite dire, c'est que l'un des problèmes les plus importants de la monoparentalité, c'est l'invisibilité. On a énormément de mal à se faire entendre, à imposer ce sujet sur la scène électorale, et donc ce genre d'initiative, c'est vraiment à féliciter, à encourager, et on aurait aimé les voir se multiplier. Malheureusement, je pense que c'est seulement le 3e débat qui cible la monoparentalité, et c'est déjà les élections la semaine prochaine. Donc, bravo pour ce que vous faites. Alors, c'est quoi Cofamon? Cofamon, c'est une initiative qui a été créée pour essayer d'apporter une réponse associative à des besoins qui nous semblaient pas suffisamment abordés. Je suis maman solo et je me suis retrouvée il y a quelques années toute seule, avec l'énorme charge de faire tenir tout un foyer sur mes maigres épaules, et j'ai été très vite dépassée par cette énorme réalité. Et en cherchant, en regardant, en tout cas à l'époque, il n'existait absolument rien comme réponse pour les gens comme moi, pour les gens comme nous. Il n'y avait rien. Rien du tout. Aucune porte où aller frapper en disant au secours. Habituellement, j'y arrive, mais là, cette fois-ci, je me noie et j'ai besoin d'un relais. J'en ai vraiment besoin. Les enfants dont je m'occupe derrière moi en ont besoin. Et parce qu'il n'existait rien, on a décidé avec d'autres mamans solo de se rassembler, de se fédérer, de s'organiser. Aujourd'hui, j'ai le grand honneur de vous informer que le collectif Cofamon, c'est près de 6000 personnes qui travaillent ensemble, main dans la main, sans aucun appui des services publics, mais qui arrivent déjà à réaliser de très gros projets. Alors nous travaillons autour de 4 axes. Le premier, notre objectif premier, c'était d'aider les familles monoparentales à sortir de l'invisibilité et de l'isolement social. Donc nous organisons énormément de rencontres pour permettre aux mamans et aux papas de se rencontrer, de tisser du lien, de promouvoir ce qu'on appelle les solidarités de proximité, c'est-à-dire de ne pas rester seul face à l'énormité de la charge mentale à gérer. Notre deuxième axe de travail, ce sont des projets de lutte contre la pauvreté, parce que simplement, on s'est rendu compte très vite que c'est bien beau d'organiser des moments d'échange, de rencontres, des auberges espagnoles, des sorties à la piscine, des sorties à la mer, mais si les personnes invitées sont tellement prises dans leur trip parce que je vais être virée de ma maison dans 2 semaines, je ne sais pas du tout où je vais me retrouver avec mes enfants, où on est le 17 du mois, il me reste 17 € sur mon compte en banque, je ne sais pas comment continuer à assurer mon rôle parental, de remplir les assiettes de mes enfants, eh bien c'était des questions pratico-pratiques qui méritaient également une réponse. Donc on a développé toute une série de projets de lutte contre la pauvreté. Chaque semaine, nous distribuons de l'aide alimentaire à des centaines de familles qui sont exclues des autres réseaux de distribution d'aide alimentaire. Je pense qu'on va en parler parce que malheureusement, les plafonds d'accès à l'aide sociale sont encore beaucoup trop bas, même lorsque ça concerne des familles monoparentales. Nous mettons en place chaque année une boutique totalement gratuite pour les familles monoparentales de tout le royaume. Donc chaque année, nous récoltons des dons dont nous faisons une vraie boutique. L'année passée, c'était dans la Médiacité. Pour ceux qui connaissent Liège, c'est le plus grand centre commercial de Liège. Donc c'est une vraie boutique avec une vraie expérience de shopping pour permettre aux mamans solo qui ont 3 à 4 enfants et qui n'ont jamais l'occasion d'emmener leur enfant dans un centre commercial en leur disant « vas-y, choisis ce que tu veux parce qu'on ne saura pas payer », et bien de pouvoir le faire chez Cofamon. Il y a une boutique qui est créée chaque année et chaque année, c'est une magnifique occasion de rencontrer des milliers de familles qui viennent du pays entier, de tout le royaume, pour venir s'approvisionner de façon totalement gratuite. On y trouve des vêtements, de l'électro, des affaires pour l'école, de la déco, enfin voilà, tout ce qui est utile dans une maison. Notre troisième axe de travail, c'est l'information. Malheureusement, quand on est une famille monoparentale, on ne sait pas toujours où trouver l'information utile. Et donc, nous essayons d'avoir les yeux et les oreilles partout. Et nous centralisons l'information et nous la redistribuons auprès de notre groupe cible. Nous avons une page Facebook que je vous invite à suivre si ce n'est pas encore le cas, qui s'appelle Cofamon, donc le collectif Cofamon, et qui nous permet d'engranger une énorme sympathie auprès de notre public. Et alors notre quatrième axe de travail, c'est le lobbying politique, et c'est dans ce cadre-là que nous sommes invités ce soir. C'est qu'on s'est rendu compte très vite des limites de notre action. Malgré tout notre enthousiasme, malgré tous les efforts qu'on peut mettre en place, eh bien nous ne sommes qu'une association.
et on n'a pas les moyens d'aider de façon structurelle les familles. Ça veut dire quoi concrètement? Ça veut dire qu'il y a des familles que nous suivons en cohorte depuis 5, 6, 7 ans, qui étaient dans la précarité, sur lesquelles on a essayé de mettre des petits sparadraps, j'ai envie de dire, sur des mots beaucoup plus importants, et qui sont toujours dans la précarité aujourd'hui. Le seul moyen de les aider de façon efficace, profonde, à sortir de la précarité, c'est de créer des mesures vraiment structurelles au niveau des pouvoirs publics. Et ça c'est la raison pour laquelle nous sommes réunis ici ce soir. Nous avons besoin de vous, nous comptons sur vous, parce que les familles monoparentales, même si elles n'ont pas de tracteur pour aller bloquer Bruxelles, renverser du foin partout et se faire entendre, ont exactement la même frustration, exactement le même degré de colère, le même besoin d'imposer le sujet sur la table électorale et de dire qu'est-ce qu'on fait de nous, qu'est-ce qui se passe pour nous, qu'est-ce qui se passe pour nos enfants qui grandissent sans avoir les mêmes chances de s'épanouir, de grandir, de devenir un citoyen autonome financièrement, parce que simplement il part dans la vie avec beaucoup moins que les autres enfants. C'est un réel handicap et cet handicap n'est pas encore adressé ici en Belgique au niveau fédéral. C'est un problème, ce vide juridique est le plus gros problème en rapport avec la monoparentalité. Et tant qu'il n'aura pas été adressé, pour nous, on n'arrivera à rien. Alors notre revendication politique principale, c'est celle-là. Il nous faut un système de protection juridique. Il nous faut un système de protection sociale qui accompagne les familles monoparentales, qui soutient les familles monoparentales, qui met en place une structure pour les aider, les accompagner, les soutenir de façon globale, sans exclure personne, simplement pour pouvoir leur dire vous comptez, vous faites partie de la société, vous avez une vraie place dans la société. Vos enfants méritent un soutien pour devenir comme n'importe qui d'autre dans la société. Et pour ça, on a vraiment besoin de vous. Alors, je ne vais pas vous prendre plus de temps. Je vais vous laisser Gwendolina et Monique vous passer la parole. Ce qui est important à souligner, c'est que au cours des dernières années, je vais vous donner un exemple tout bête. La porte d'entrée principale chez Cofamon, malheureusement, à notre grande dame, ce sont les colis alimentaires. Nous distribuons des colis alimentaires toutes les semaines et c'est ce qui fait que les gens arrivent chez nous en première ligne. Et alors elles nous disent, et ça pourrait sembler bizarre de le dire, on pourrait penser que dans une association on retrouverait surtout des personnes qui émargent au CPS, qui sont au chômage, ou en tout cas des allocataires sociaux. Eh bien ce n'est pas le cas. Chez Cofamon, 80% de notre public, ce sont des mamans et des papas qui travaillent, mais qui sont des travailleurs pauvres, qui ont des revenus tellement minables qu'ils nous disent, écoutez, quand on arrive le 17 du mois, je fais tout ce que je peux. Je prends même des flexi-jobs, en plus de mon temps plein. Je suis fatiguée en permanence. Je ne vois jamais mes enfants et quand je les vois, c'est pour crier sur eux tellement je suis sur les nerfs parce que tout me dépasse. Et malgré ça, je n'arrive à rien. Quand j'ai tout payé, quand j'ai payé ma maison, les factures, rempli le frigo, en espérant que ça tienne jusqu'à la fin du mois, il ne me reste même pas 10 € à investir dans l'épanouissement, dans le qualitatif, dans la culture, dans le fait de donner les mêmes chances à mes enfants de s'épanouir. Et ça, c'est un problème. C'est un problème parce que, quoi que nous on fasse, on peut s'épuiser à distribuer des boîtes de conserve, même si on n'aime pas être réduit à des distributeurs de boîtes de conserve. Mais on le fait parce qu'on n'a pas le choix. Il y a des enfants qui sont là, qui vont dormir affamés si on ne les aide pas. Donc on pallie à un manque, mais ce n'est pas notre rôle. L'associatif n'a pas pour objectif de remplacer et de pallier au manque des pouvoirs publics. C'est votre responsabilité. Je vais terminer par dire que la Belgique a ratifié la CIDE, c'est la Convention internationale des droits de l'enfant. Et d'après le dernier rapport établi par l'UNICEF, eh bien, la Belgique est dans le peloton de tête des plus mauvais élèves. Ça signifie qu'on n'a pas fait suffisamment d'efforts pour intégrer dans chaque politique publique qui était mise en place un regard particulier sur l'enfance vulnérable. Et vous savez, c'est qui cet enfant vulnérable? Ce sont nos enfants. Ce sont les enfants qui partent dans la vie avec un seul parent. C'est comme partir dans une course d'athlétisme avec une seule jambe. Il ne viendra à l'idée de personne de créer une course d'athlétisme en mettant sur la même ligne de départ des enfants qui ont deux jambes, des enfants qui sont en chaise roulante, des enfants qui sont en béquille et des enfants qui sont assis par terre avec des moignons parce qu'ils n'ont pas de jambes. Ça ne viendra à l'esprit de personne. Pourtant, c'est exactement ce qui est imposé à nos enfants. Ils doivent
se lancer dans la vie avec un seul parent et personne au niveau des pouvoirs publics ne semble considérer que ce fait est un handicap qui doit être adressé au niveau des pouvoirs publics. Alors les parents font tout ce qu'ils peuvent, mais clairement ils sont dépassés. Alors on a besoin de vous, les politiques. Merci. Merci beaucoup Marie-Claire pour toutes ces informations qui, j'espère, vous éclairent sur la situation de détresse des familles mono. Je voulais aussi souligner que Marie-Claire a reçu du Parlement wallon le prix du talent wallon dans la catégorie sociale pour tout le travail qu'elle effectue au sein de son collectif. Donc on peut l'applaudir. Alors on va démarrer, on va vous embarquer dans un voyage de la monoparentalité. Accrochez-vous, ce n'est pas un long fleuve tranquille. Donc je voulais juste apporter quelques éléments par rapport au cadre du débat. Donc il y aura 5 thématiques. Vous allez être interrogés ensuite chacun et chacune votre tour. Vous aurez 1 minute, hein, donc c'est vraiment expresso. Il y a 5 thématiques, donc vous aurez 5 fois la possibilité de vous exprimer. Et bien sûr dans un cadre de bienveillance, d'écoute, de respect. Et on vous demande, s'il vous plaît, de rester concentré sur la thématique du jour et sur vos partis respectifs. Et alors une dernière information, donc je vais étayer mes propos de quelques chiffres, de constats. Je vais me faire l'économie de citer les sources à chaque fois, mais sachez que c'est des sources de données officielles, donc l'IWEPS, l'IPSA, StatBel. Donc pour le dire autrement, il y a un consensus scientifique autour de ces chiffres et on peut les considérer comme fiables et représentatifs. Voilà, c'est parti. Alors, la monoparentalité, tout le monde sait, quand on entend famille, on imagine papa, maman, les enfants. Sauf qu'aujourd'hui, il y a une autre réalité en Wallonie, notamment. C'est qu'aujourd'hui, une famille sur 3 est monoparentale. Ça concerne 200 000 familles en Wallonie et 500 000 enfants. Et pour ces familles, le risque de précarité est 4 fois plus important que dans une famille avec 2 parents. Je répète, le risque de précarité est 4 fois plus important que dans une famille traditionnelle. Donc, ça complète un peu ce que vient de nous expliquer Marie-Claire. Alors, qu'est-ce qui mène à la monoparentalité ? C'est des séparations, des décès, des violences conjugales. Là aussi, je voudrais attirer l'attention sur un chiffre. En Belgique, une femme sur 4 a subi des violences physiques ou sexuelles de la part de son partenaire ou son ex-partenaire. Donc, soutenir la monoparentalité, c'est aussi lutter contre les violences faites aux femmes. Alors, donc, je parle des femmes, pourquoi ? Parce que jusqu'à présent, on n'avait pas de chiffres. On pensait que quand on disait « je suis parent solo, je suis maman solo », la perception sociale, c'est de se dire « oui, mais enfin, on l'a entendu, hein, c'est 50-50, c'est une semaine, c'est une garde équitable ». C'est absolument pas le cas. Donc, premièrement, 86% de femmes à la tête des familles monoparentales. Donc, c'est une réalité genrée. Et 46%, donc presque la moitié, vivent sous le seuil de pauvreté. Alors, la pauvreté, c'est pas qu'une pauvreté monétaire. C'est aussi le fait de ne pas pouvoir se chauffer convenablement, s'offrir un véhicule, une voiture, des vacances, des loisirs, renouveler ses meubles. Enfin, il y a toute une série de critères européens qui sont définis pour ceux qui veulent aller plus loin. Et alors là, je voudrais attirer votre attention, mesdames et messieurs les politiques. Parce que figurez-vous qu'il y a un institut en Wallonie qui s'appelle l'IWEPS. L'IWEPS, c'est un institut scientifique public destiné à aider les pouvoirs publics pour établir des dispositifs de soutien. Et là, on voit qu'il y a un communiqué de presse qui date de 2017, qui tirait déjà la sonnette d'alarme sur cette pauvreté. Et je dois dire que en 7 ans, j'ai pas vu grand-chose. Structurellement, la monoparentalité est vraiment invisibilisée. On a vraiment le sentiment que tout est pensé sous le prisme de la famille traditionnelle et pas sous le prisme de la monoparentalité. Donc je vous invite à consulter l'IWEPS, hein, tout le monde. C'est un site qui est très bien fait, ils ont des synthèses, c'est vraiment accessible à un grand public et c'est très très riche au niveau des chiffres et ça peut vraiment aider à orienter effectivement les politiques publiques. Alors tout à l'heure je disais que quand on parle de monoparentalité, on s'imagine que c'est une semaine, oh mais t'as une semaine où t'as pas les enfants. Alors pas du tout. Donc là aussi on a les chiffres, je suis très heureuse de les avoir trouvés parce qu'on cherche, on fouille. Parce que c'est des constats qu'on voyait dans nos réalités, dans nos vies. Moi, je suis maman solo depuis 12 ans, Monique aussi. Et on en côtoie beaucoup des mamans solo. Et la majorité du temps, elles ont les enfants en continu. Donc là, le mode classique, c'est un week-end sur 2 chez le papa.
Donc ils vont 4 jours chez leur papa le week-end. Et nous, pendant 26 jours, on doit gérer un quotidien avec des devoirs, des lessives, la liste de courses. Enfin, ceux qui sont parents, vous savez ce que c'est un quotidien avec enfants. Et là, voici un graphique que j'affectionne particulièrement. Donc, on le lit comment? Ce qui est en jaune, c'est les gardes 50-50, donc les gardes égalitaires. Donc on voit que c'est 15 à 20% des situations. En mauve, c'est les mamans qui ont la garde majoritairement. Et en bas, les papas. Donc on voit bien que c'est 14% de papas solo et 86% de mamans solo. Et donc, la garde partagée équitable, c'est que 15% pour les plus jeunes et 25 à 27% pour les plus de 6 ans. Et je voudrais aussi amener un élément, parce qu'on a été confronté souvent à ce terme qui est l'aliénation parentale du chef des mamans. Alors, sachez qu'il n'y a que 3 papas sur 10 qui demandent cette garde égalitaire et que dans 80% des cas, c'est accepté. Donc cet argument ne tient pas la route. Alors, on explique comment, le fait que ce soit souvent les mamans, c'est que déjà, avant la séparation, dans la vie de couple traditionnelle, qui réduit son temps de travail pour s'occuper des enfants? Les femmes. Et donc, évidemment, l'argument, c'est du papa, je travaille à plein temps, j'ai une carrière à mener, donc... Et puis, ils se rendent compte aussi de ce que c'est que d'élever des enfants au quotidien. Parce que même dans les couples traditionnels, on sait bien encore aujourd'hui, même s'il y a des progrès, c'est souvent les femmes qui ont une charge mentale beaucoup plus importante que ces messieurs. Alors, ici, j'ai rajouté ça parce que je trouvais que c'était important aussi d'avoir conscience de ça au niveau de l'éducation, de l'instruction. C'est qu'on constate que, donc toujours en jaune, la garde égalitaire, elle se situe plus dans les milieux socio-économiques élevés, donc là où il y a des diplômes universitaires. Et puis, il y a l'effet inverse, hein, moins on est, moins on a un diplôme finalement, plus la garde est à charge de la maman. Alors, comme vous l'avez compris, le calcul est vite fait, hein, dans plus de 80% du temps de garde majoritairement chez la maman. Donc on peut se considérer comme des mères isolées. Et donc ça nous amène quoi? Un épuisement. Donc là, je vous ai mis des petites illustrations pour vous imaginer. Donc c'est une charge mentale qui vous écrase, mais littéralement, vraiment. Alors oui, on est forte, et ça aussi, on en a un peu marre d'entendre ce discours du public et des gens qu'on rencontre. Et puis on maintient aussi, hein. Moi j'ai longtemps maintenu, je dis oui, je suis forte, je suis une résiliente et tout, je gère. Mais pas du tout en fait, on n'a pas le choix. Et continuez à nous dire qu'on est forte, qu'on est des courageuses, des battantes, mais mettez-nous dans les conditions pour qu'on puisse s'émanciper. Vraiment, c'est le message. Donc voilà. Alors, il y a aussi un autre élément, depuis 2006, donc ça fait presque 20 ans, les juges ont l'obligation d'encourager cette garde égalitaire. Et force est de constater que ça ne se passe pas comme ça. Donc là, il y a aussi une assignation du rôle de la femme qu'il faut interroger aussi. Alors maintenant, on va rentrer dans la première thématique. Là, c'était un petit état des lieux. Donc, l'épreuve de la précarité sur les enfants. Donc, je rappelle que presque la moitié des enfants qui vivent dans une famille mono vivent dans la précarité. Tout à l'heure, je vous ai dit que c'était 500 000 enfants, les familles monoparentales en Wallonie. Donc, si la moitié vit dans la précarité, ça signifie qu'il y a 250 000 enfants en Wallonie qui vivent sous le seuil de pauvreté. Et c'est normal. Alors, nous, on trouve ça scandaleux. Et pour vous rendre compte de la quantité d'enfants que ça représente, j'ai pris un peu la métaphore du Stade Roi-Baudouin. Alors figurez-vous que le Stade Roi-Baudouin, il a une capacité d'accueil de 50 000 places. Donc c'est 5 Stades Roi-Baudouin remplis d'enfants pauvres en Wallonie, dans les familles monoparentales, qui sont élevées par des mamans, dans une majorité écrasante des cas. À Namur, c'est 18 000 enfants. 18 000 enfants à Namur. Donc on s'interroge aussi sur l'égalité des chances. On peut mieux faire, je pense. Alors, la mauvaise santé, c'est un premier effet négatif de la précarité sur les enfants. Donc la probabilité que des enfants qui vivent dans la précarité souffrent d'une mauvaise santé est 3 fois supérieure à celle des enfants non précarisés. Donc il y a des impacts sur leur parcours scolaire, l'alimentation durable, nous on n'y a pas droit. Manger bio local, c'est un rêve qui est inatteignable. Quand on sait à peine remplir le frigo, quand il faut choisir si on doit payer le loyer ou une facture d'électricité. Pour le logement, c'est pareil, on en parle tout à l'heure, et l'emploi. Et donc, ça aussi, moi ça m'interpelle. 7 familles mono sur 10, donc c'est des femmes, reportent des soins de santé pour des raisons financières. Et là, nous on trouve ça aussi scandaleux. Et la pauvreté, finalement, elle a des effets durables et des conséquences durables sur les enfants. Et alors, sur les parents, vivre pauvre,
c'est vivre dans un tunnel. Ça veut dire que toute votre énergie, elle est dédiée à la survie quotidienne, avec aucune perspective d'avenir. Et quand vous êtes dans une lutte quotidienne, vous ne pouvez pas réfléchir à un avenir serein, à construire un avenir, ni pour vous, ni pour vos enfants. C'est pour nous une déshumanisation. Alors là, je vous ai mis des petites bulles avec toutes les joyeusetés que ça inclut de vivre dans la précarité. Donc c'est des souffrances psychiques, un épuisement, des discriminations multiples. Parce que nous, dans nos parcours, Monique et moi, on a vécu beaucoup d'injustices. Enfin voilà, on a vraiment lutté, hein, et pourtant on est blanche, on parle français. Et donc si nous, on a connu ces injustices, ces violences institutionnelles, économiques, enfin tout le panel des violences, et bien moi ce qui me révolte encore plus, et c'est pour ça qu'on est là aussi aujourd'hui, c'est pour ces mamans qui ne peuvent pas s'exprimer, parce qu'elles n'ont pas la possibilité de s'exprimer en français, et puis aussi elles sont avec des petits-enfants. Aujourd'hui, moi je suis ici parce que mon fils a 14 ans aujourd'hui, et donc je peux être un peu plus libre et flexible. Et donc aujourd'hui on a un porte-voix, Monique. Voilà, je voulais le souligner. Et moi je rajouterais que le sentiment que j'ai ressenti le plus, c'est vraiment un sentiment de révolte et d'impuissance. Vraiment d'avoir les pieds et les poings liés, parce qu'on a beau faire tout ce qu'on veut, c'est pas qu'une question de volonté finalement. Voici pour la précarité. Alors, évidemment, il y a des belles initiatives qui sont mises en place. On va parler quand même un peu de choses positives, donc notamment Cofamon. Et récemment, et j'invite tous les parents solo, enfin, parlez-en autour de vous, il y a les relais famille mono. Donc c'est un dispositif qui a quelques mois seulement. Et donc on est aussi en contact avec eux, parce qu'on compte beaucoup sur la force du réseau, Monique et moi. Et donc eux, vraiment, ils vont lutter contre l'isolement un peu comme Cofamon. Il y a aussi Bruxelles qui a établi un plan de soutien aux familles monoparentales. La maison des parents solo, enfin il y en a d'autres, hein, mais j'ai mis celle avec qui on est le plus en contact. Mais comme elle le soulignait si bien, Marie-Claire, ces associations, elles sont surchargées en manque de moyens, et c'est des mesures pansement. Ce n'est pas aux associations de se substituer finalement au pouvoir public. Et alors, figurez-vous que qui s'occupe de nous? Des entreprises privées. Ikea, merci beaucoup. Donc Ikea, ils mettent en place un accompagnement pour reloger ces familles mono. Parce que je l'ai vécu, quand vous vous séparez, peu importe la situation, eh ben vous vous retrouvez avec 2-3 meubles qui ne tiennent pas debout, et puis vous rachetez petit à petit. Ikea, eux, ils font des kits comme ça d'emménagement, et on trouve ça vraiment, c'est super idée de soutien. Donc vous pouvez aller visiter votre page, vous pouvez vous inspirer de ce qu'ils proposent. Alors, j'en ai fini avec cette petite présentation sur la précarité. Figurez-vous qu'on n'est pas là que pour dire ce qui ne va pas, on a aussi des idées. Donc voilà. Alors, on a quelques idées à vous soumettre. Donc, élargir le statut BIM. Alors, le statut BIM, pour ceux qui... Enfin, je pense que tout le monde est au courant. C'est un statut qui vous permet d'avoir une série d'avantages de remboursement de soins, taxes déchets. Enfin, voilà, vous avez quelques petits avantages. Donc ça, il faudrait augmenter le plafond d'éligibilité, la cantine gratuite et la réforme des allocations familiales. S'il vous plaît, j'espère qu'il y en a un ou une d'entre vous qui pourra nous répondre, parce que pour nous, c'est un grand mystère. Il y a une discrimination liée à l'âge. Savez-vous que les enfants nés avant 2020 sont discriminés par rapport à ceux qui sont nés après? Alors j'ai fait la simulation, j'ai un slide, mais si on a le temps, je vous montre. Pour mon fils, dans une même situation, comme il est né avant 2020, on perd 1 000 € par an. 1 000 € par an. Alors quelqu'un a peut-être la réponse, j'aimerais avoir les motivations de cette décision, parce que ça reste vraiment un grand mystère. Et alors, ce qu'on revendique, c'est un vrai statut juridique, une reconnaissance, donc un statut famille mono, même titre que les familles nombreuses, qui nous octroierait toute une série de droits, de la culture, enfin, on en reparlera plus tard. Alors Monique, je te cède la parole et on vous écoute avec plaisir. Alors je rappelle, juste que vous avez 1 minute top chrono. Nous avons Marie qui est une ex-avocate de haut vol qui ne laissera pas passer une seconde de plus. Je la remercie d'ailleurs pour son soutien. Donc 1 minute chacun, concentrez-vous sur cette question, il y a d'autres thématiques qui arrivent après. Je vous remercie. Voilà. Bon, alors on va commencer par Madame Valérie Warzé-Gavren. Je vous laisse 1 minute pour répondre à la question. Merci. Un micro si vous voulez à côté de vous, portez-le bien près de la bouche. Voilà, ça va?
Donc bonsoir à tous. Alors au niveau de la précarité, il y a différents éléments et donc on a mis en priorité, ici vous l'avez évoqué, la précarité financière évidemment des familles, puisqu'on a sur sa tête l'ensemble des frais, alors que dans un couple on est deux. Donc au niveau du MR, mais vous l'avez dit également, la plupart des parents maintenant travaillent, des situations, donc on veut revaloriser le travail et donc il y ait un revenu poche supérieur évidemment, et alors on souhaiterait inclure dans le package salarial les frais de garde d'enfants, donc ça ce serait aussi une aide. Il y a également au niveau de la précarité sociale, donc le parent seul, évidemment il doit tout assumer, et donc il est important dans le cadre des crèches qu'il y ait de la disponibilité pour les enfants, au niveau de l'école revoir le rythme journalier, en permettant aux enfants de réaliser leurs devoirs, de réaliser les activités sportives. On a parlé de la santé, mais faire une activité sportive, c'est aussi se prémunir contre des problèmes de santé. Donc ça, c'était également une priorité. C'est fini déjà. Augmenter de 20% les places d'hébergement pour les victimes de violences conjugales. Voilà. Merci. Madame Rouenis pour le PS. Kadi. Bonsoir à toutes et tous, merci pour l'invitation, pour l'introduction. Donc on l'a bien entendu, la précarité c'est une question financière, mais c'est pas qu'une question financière, c'est aussi une question mentale, une question de charge psychologique. Et dans ce cadre-là, je trouve que la mise sur pied notamment des points relais famille monoparentale répond aussi à cette question, parce que l'enjeu, c'est de pouvoir, à un moment donné, permettre aux mamans solo de trouver aussi toute l'aide psychologique pour pouvoir délester un peu ce poids que vous avez sur les épaules, trouver l'aide administrative, tous les méandres de l'administration. Et donc, par rapport à cette aide administrative notamment, je pense qu'un élément important pour lequel on doit vraiment militer, c'est l'automatisation des droits. Faire en sorte que les mamans solo demain ne doivent plus courir à gauche, à droite pour obtenir des droits qui sont automatiques normalement, que ce soit les bourses pour les enfants, que ce soit les allocations de logement pour les personnes qui ont droit à une allocation de logement, automatiser les droits et individualiser les droits en supprimant le statut de cohabitant, c'est deux mesures phares importantes. Merci. Madame Cornet pour les écolos. Oui, merci. Bonsoir à chacune et à chacun. Merci pour cette introduction. Je relèverai une expression que vous avez utilisée, c'est Madame qui l'a utilisée, qui dit habituellement, j'y arrive, mais là, j'ai besoin d'un relais. C'est vraiment, on a beau connaître cette réalité, ce que vous dites avec les mots que vous utilisez est vraiment salutaire, en fait, de nous adresser ce message, et je vous en remercie. Parce que, bien sûr, la précarité dans les familles monoparentales, c'est une question de droit des femmes. Vous avez souligné la proportion des femmes. C'est aussi une question de précarité infantile. Et vous avez d'ailleurs souligné que ça concerne 250 000 enfants. Donc, en fait, on doit partir aussi du revenu, du revenu. Et donc, comment l'autorité publique doit-elle assumer cette question de la précarité? Eh bien, il faut assumer que les personnes puissent avoir un revenu digne, qu'il soit de leur travail ou d'une allocation sociale. Alors pour le travail, nous plaidons pour une augmentation des plus bas et des moyens salaires, majoritairement des femmes, avec une réforme fiscale, mais aussi une augmentation des allocations sociales. Je pense particulièrement à l'individualisation des droits qui empêche les solidarités. Par exemple, quand on a un jeune qui a 18 ans et qui se met à travailler et qu'on doit mettre dehors parce qu'en fait, sinon, on perd une partie de son allocation. Terminé. Merci. On va aller de l'autre côté. Monsieur Prévost pour les engagés. Alors je pourrais répondre à la question de Madame sur la motivation de la réforme des allocations familiales, puisque c'est moi qui l'ai impulsé comme ministre, mais je ne vais pas le faire, sinon ça va me prendre ma minute. Donc nous avons avec les engagés travaillé sur la question des familles monoparentales avec les acteurs associatifs, dont notamment Cofamon, et je les en remercie, parce que nous voulions mettre l'accent dans notre programme sur cette réalité. Il y a plusieurs pages d'ailleurs spécialement dédicacées aux réalités des familles monoparentales. Nous sommes pour l'individualisation des droits, nous sommes pour l'automatisation du bénéfice d'une série de réductions, nous sommes favorables aussi à ce qu'il y ait désormais un prélèvement à la source des revenus des papas, le plus souvent défaillants
la pension alimentaire qui est proméritée et qui régulièrement n'est pas versée, et pour laquelle c'est la croix et la bannière avec le sécal quand il faut en plus activer aussi la justice. Et donc ça, il faut qu'à la source, il y ait cette ponction de la pension alimentaire due. Nous sommes favorables à la création d'un statut spécifique pour les familles monoparentales, comme il a de tradition existé ce statut pour les familles nombreuses. Merci beaucoup. Monsieur Lemoine pour défi. Je peux expliquer après. Merci. Merci pour votre invitation et votre présentation. Déjà, écoutez, au risque de répéter ce qui vient d'être dit, chez les filles, nous sommes évidemment aussi pour l'individualisation des droits, puisque ça crée de la grande précarité, et notamment sur les femmes. Et donc, comme on sait que 85% des familles monoparentales ont à la tête une femme, eh bien, c'est une mesure qui évidemment impacte les familles monoparentales. Aussi pour le bouclier social, c'est-à-dire rassembler l'ensemble des allocations derrière lesquelles on doit parfois courir administrativement pour les percevoir, les rassembler en une aide unique sans avoir ce poids administratif derrière. Ça, c'est pour celles qui ne travaillent pas. Pour celles qui travaillent, dans notre programme, on a une mesure phare, c'est la réforme fiscale, pour faire en sorte que ceux qui travaillent mais ne gagnent pas assez, puisque vous l'avez dit, il y a des travailleurs pauvres, gagnent mieux leur vie, fassent en sorte qu'il y ait un différentiel minimal de 4 à 500 euros entre le fait de ne pas travailler et de travailler, pour faire en sorte que tous ces pièges à l'emploi lorsque l'on travaille, toutes ces aides dont on ne bénéficie pas quand on travaille, eh bien, soit revalorisé grâce à ce salaire, et on sait que ça bénéficiera à des secteurs d'activité qui sont principalement occupés par les femmes. Je pense par exemple aux soins de santé, je pense par exemple aux puéricultrices et aux titres services qui sont des métiers aujourd'hui précaires. Merci. Madame Mathioli pour Collectif Citoyen. Oui, donc voilà, bonjour à tous. Je suis très heureuse d'être parmi vous parce que ça fait 20 ans, moi, que je galère en tant que maman solo. Alors, moi, j'aurais voulu relever aussi un sujet très important. La précarité, tout a été dit, mais il y a une pauvreté aussi au niveau de la culture et des sports chez les enfants. Quand nous travaillons à mi-temps ou à 3/4 temps, les mamans, nous n'avons pas les mêmes congés scolaires que les enfants. Donc, ce qui nous impacte et qui nous oblige, moi j'ai passé tous mes congés payés, sont passés dans les stages à 80 € la semaine pour permettre une garderie. J'habite la campagne, donc je n'ai pas tout ce que nous on a en ville. La ville, on a plus de possibilités sur Liège ou dans les grandes villes, mais bon voilà, c'est un choix personnel aussi. Mais financièrement, tout ce qui tourne autour de la culture et de la préscolaire aussi, financièrement, c'est pas possible. Que mes congés payés. Alors, Dieu merci, j'ai une carte visa, parce que sans quoi je ne m'en sortirai pas. Je dois d'abord payer toutes mes factures, et quand il me reste jamais. Enfin, le 10 du mois, on n'a plus rien, comme tout le monde, quoi. Donc, c'est très compliqué, et pourvu que ça bouge, parce que franchement, on n'y croyait plus, quoi. Donc, je passe la parole à ma voisine. Merci à Madame Thierry Failly pour le PTB. Bonjour à tous, merci évidemment beaucoup pour l'invitation. Donc, pour aller droit au but, nous, ce qu'on aimerait, c'est une augmentation des salaires et la fin de la loi de 96 qui bloque en Belgique les salaires. Et en fait, ça permet de ne pas définancer les services publics aussi, parce que parfois, on propose des solutions qui permettent un plus gros salaire poche, mais en fait, c'est au détriment aussi des services publics qui permettent des soins de santé accessibles, etc. Au niveau de la santé, on en a parlé tout à l'heure. Et en fait, nous, on voudrait une médecine de première ligne qui fait de la prévention, donc avec des généralistes gratuits, psychologues et kinés. C'est ce qu'on fait déjà dans nos maisons médicales. Et en fait, l'INAMI a fait une étude, et l'un dans l'autre, la prévention permet que les soins de santé soient pris à la racine, et donc ça évite aussi des dépenses plus tard. Donc c'est pas spécialement une mesure coûteuse, mais c'est une mesure qui a un impact très 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 concret. Et en ce qui concerne l'énergie aussi, je pense que c'est un des plus gros postes en fait dans le ménage. Donc on est très attentif sur la question de la TVA. On a obtenu qu'elle soit à 6% ici cette législature-ci. On espère qu'elle va le rester, donc ça fait partie des points d'attention. Et aussi peut-être ramener ce secteur dans les mains du public. Merci beaucoup. Merci pour vos réponses. Donc là, maintenant, je vous emmène au sécal. Je rebondis sur les propos de M. Prévost. Alors, le sécal, quelle aventure. Donc, effectivement, là, les chiffres aussi sont criants et vraiment alarmants. Je vous laisse prendre connaissance de ces visuels. Donc, la moitié des familles mono sont dans la précarité
Et la moitié des pensions alimentaires pour les enfants sont impayées. Je rappelle juste qu'une pension alimentaire, c'est pour couvrir les besoins de base. C'est pas pour partir aux Bahamas. Parfois, on entend certains discours. Donc, c'est vraiment les besoins de base. Alors, le CECAL, c'est un organisme qui peut intervenir pour vous payer des avances quand c'est pas payé. Mais ce système a été critiqué fortement par son manque d'efficacité par la Cour des comptes déjà en 2019. Alors c'est chouette, ils ont fait sauter le plafond en 2020, donc c'est super, c'est une belle avancée, mais il y a encore beaucoup de choses à faire, notamment parce qu'il y a des freins. Donc il faut, pour pouvoir solliciter ce CECAL, il faut un jugement. Ce n'est pas toujours le cas. Dans 40% des situations, les séparations pour la garde des enfants, c'est réglé à l'amiable. Donc il n'y a aucun levier juridique pour ces mamans-là, enfin ces parents-là. Et toute la lourdeur administrative. Donc c'est des semaines, des mois. Il faut avoir du temps. Donc si on travaille, voilà, il faut pouvoir rassembler tous ces documents. Donc automatisation des droits, pour nous, c'est fondamental. Et donc, pour ces parents-là, voilà, qu'est-ce qu'on fait en fait quand on n'a pas de jugement ? Alors, il y a une deuxième chose qui nous paraît vraiment... on ne la comprend pas. Alors, c'est par rapport aux frais extraordinaires. Alors, je voudrais revenir sur ce vocable. Parce que les frais extraordinaires, on a l'impression que c'est pour partir aux Bahamas. Mais pas du tout. Les frais extraordinaires, c'est des fournitures d'école, c'est des équipements sportifs pour la rentrée, c'est des lunettes, c'est un appareil dentaire. Enfin, c'est des besoins qui nous paraissent basiques et fondamentaux. Alors, les frais extraordinaires, quand ça se passe bien, c'est à la maman d'avancer. C'est génial. Hein, donc, c'est quelques centaines d'euros. Pour une rentrée, j'ai fait le calcul entre le foot, les équipements sportifs. La rentrée, c'est presque 1000 euros. Et quand on va au plus bas, je vais chez Decathlon, je prends le premier prix. Je ne prends pas des grosses marques. Et il faut espérer que le papa soit conciliant. Et c'est tous les 3 mois. Donc, je peux attendre jusqu'en décembre qu'il me rembourse sa moitié s'il veut. S'il ne veut pas, je n'ai aucun levier juridique. Sauf si dans le jugement, il est écrit 100 euros par trimestre. Si c'est écrit 50% des frais scolaires, je ne les ai pas. Alors, le seul moyen de récupérer, c'est de faire appel à un huissier. Parce qu'il va faire un exploit. On appelle ça des exploits d'huissier. C'est marrant. Hein. Et donc, c'est 600 euros. Toujours à avancer. Donc, j'espère que vous prenez la pleine mesure de ces difficultés et des enfants que vous rencontrez dans les écoles. Aujourd'hui, c'est 1 enfant sur 4 qui vit ces situations-là. Et je peux vous dire que c'est un crève-cœur que de dire à son enfant, non, cette année, tu ne feras pas de foot. Quand vous êtes travailleur pauvre, 400 euros à avancer, c'est énorme. Et on est sur des clubs communaux, on n'est pas dans des niveaux professionnels. Et pareil, la moitié des frais extraordinaires impayés. Donc pour nous, là, vraiment, c'est un des leviers qu'on a identifiés. Et c'est une des causes pour nous, entre autres, de la précarité de ces familles. Donc vraiment, s'il vous plaît, mettez l'accent là-dessus, rassemblez-vous. Et dès le 10 juin, mobilisez vos équipes là-dessus, s'il vous plaît. Alors c'est aussi, c'est aussi l'enseignement supérieur, c'est l'achat d'un ordinateur, du permis, enfin c'est toute la vie d'un enfant. Et tous ces éléments-là, c'est pour qu'il puisse construire un avenir avec la même égalité des chances que n'importe quel autre enfant. Alors, on a fait le calcul avec Monique. Donc on s'est dit, tiens, une maman avec 2 enfants qui ne reçoit pas 125 euros par mois sur 5 ans. Et on a pris la fourchette basse, 125 euros, c'est rien. Et bien sur 5 ans, ça représente 15 000 euros. 15 000 euros qu'elle ne reçoit pas pour ses enfants. Et où est-ce qu'elle va les chercher, ces 15 000 euros? D'accord? Alors j'ai vu des posts récemment sur les réseaux qui m'ont profondément révoltée, où des papas se lamentaient parce qu'on allait saisir leur salaire et que c'était scandaleux. Sauf qu'il oublie de préciser que ça fait des années qu'il n'a rien versé pour les besoins fondamentaux de ses enfants. Donc moi je les plains absolument pas. Et c'est une inversion, il y a une inversion de la charge de la culpabilité, parce qu'on entend aussi, mais fallait mieux choisir les pères de vos enfants, mesdames. Mais je vous jure que moi je l'ai entendu. Je l'ai entendu personnellement quand j'ai demandé de l'aide à certains, peu importe l'organisme, mais c'est fallait mieux choisir le père de votre enfant. Mais c'est hyper violent quand on entend ça. Et encore une fois, je pense que c'est parce que il y a une forme de patriarcat, de discours moralisateur derrière. C'est un peu comme je me suis fait violer, mais il ne fallait pas t'habiller comme ça. Pour moi, on peut faire exactement le même parallèle. Et je rappelle qu'une femme sur 4 a subi des violences physiques ou sexuelles de la part de son partenaire ou ex-partenaire. Donc ça,
Typiquement, ça s'appelle des violences économiques, parce que c'est le seul levier qui leur reste pour nous faire du mal, finalement. Alors, pareil, on a des idées. Donc, on s'est basé sur des modèles en France. Donc là, c'est en cours. Et alors, Macron, au début, il dit il faut qu'il y ait un jugement. Il a dit on fait sauter tout ça. Et parce qu'il est inadmissible que des mamans solo qui lèvent seules leurs enfants subissent l'incivisme et l'irresponsabilité de leur ex-conjoint. Donc, il dit dès le premier mois de la séparation effective, il y a 175 € par mois, par enfant qui est versé à la maman. Mais quel soulagement! Mais vous ne pouvez pas imaginer comme c'est un soulagement profond, parce qu'on en parle encore entre mamans. Même aujourd'hui, quand on sait que normalement le papa paye le 5 du mois, si le 6 on n'a pas l'argent sur le compte, on a ce stress, cette angoisse de dire est-ce qu'il va payer ce mois-ci? Et quand est-ce qu'il va me payer? Et ça, c'est pas vivable, quoi. On a déjà assez de difficultés comme ça. Donc si on était sûr que, comme en Suède, donc, c'est garanti par les pouvoirs publics, mais on a une tête beaucoup plus tranquille, on a moins de pression. Enfin voilà, mettez-vous à notre place et vous le comprendrez largement. Et donc l'effet sur la pauvreté des enfants, il est quand même significatif. 15 000 € sur 5 ans, on le rencontre. Alors au Québec, Canada, ils ont notre petite palme d'or, parce que eux, effectivement, c'est pris à la source, donc directement. L'index annuel, il est calculé, et les frais extraordinaires sont forfaitisés. Donc il y a une somme qui est rajoutée, un pourcentage. Et là, pour nous, c'est formidable, parce que ça nous évite toutes les procédures judiciaires qui coûtent de l'argent. Parce que pareil, on a droit à une aide judiciaire, mais dès l'instant où vous retravaillez, c'est comme le statut BIM, dès que vous dépassez ce petit plafond, vous n'avez plus d'aide. Et là, il faut avancer à chaque fois l'argent. Alors oui, vous les récupérez si vous gagnez, mais ça prend du temps. Moi, personnellement, 2 ans pour avoir une pension alimentaire. 2 ans de détresse et de galère. Donc voilà, on a des idées. Et maintenant, c'est à vous. Merci. Par là, Madame Gros-Bonus pour le PS. Et ça tombe bien, on est sur la même longueur d'onde, puisque notre programme prévoit en effet qu'on puisse mettre en place ce fameux fonds universel de créances alimentaires, un peu sur le modèle français, mais où on pourrait aussi inclure d'autres éléments des autres pays, puisque la volonté, c'est aussi de pouvoir augmenter le montant des avances, qui aujourd'hui reste largement insuffisant, puisqu'on est à 175 €, et donc on souhaiterait pouvoir le doubler. L'étendre aussi aux frais extraordinaires, mais pas seulement les frais extraordinaires, aussi la question des pensions qui sont versées aux ex majoritairement conjointes. Et puis, évidemment, il y a aussi tout l'aspect en lien avec le renforcement du CECAL à proprement parler. Maintenant, si ça devient un fonds universel, ce sera encore plus facile. Mais de toute façon, il faut qu'on donne les moyens à cet organisme public, donc avoir suffisamment de personnel et suffisamment de matériel pour pouvoir travailler, faire en sorte que les demandes suivent leur cours. Merci, Madame Cornet, pour les écolos. Oui, donc bien sûr qu'on va aussi, on a le même constat et on va dans le sens de ce que vous proposez. Et en fait, vous rendez visible en fait quelque chose qui est pour le moment très tabou. J'entends beaucoup de témoignages de personnes, des femmes qui disent oui, mais je vais pas faire appel au CECAL, ou qui connaissent pas ou qui n'osent pas. Il y a un vrai tabou, un peu comme de faire appel au CPS. Et donc c'est important que cet organisme ait ce rôle de facilitateur. Et donc nous, on est favorable à ce qu'on facilite l'accès, même lorsqu'il n'y a pas de jugement, mais ça vaut aussi, par exemple, pour la fiscalité entre les parents. On est favorable à ce qu'il n'y ait pas de jugement pour qu'il puisse y avoir des facilités fiscales. On est favorable à un fonds qui soit universel, à une automatisation des avances. Oui, parce que ça permet de faciliter la vie des femmes, parce que le non-paiement est une violence, c'est une violence intrafamiliale, que ça a des conséquences psychologiques sur les personnes, sur les femmes, sur leurs enfants, et que ça grève la qualité des relations, y compris avec les enfants. Voilà, merci beaucoup. Monsieur Prévost, pour les engagés. Donc j'ai pu évoquer tout à l'heure qu'on était demandeur d'un prélèvement à la source, et donc je souscris aux propositions que vous venez d'évoquer. Elles sont expressément mentionnées dans notre programme. Je rajouterai une autre mesure, au-delà de l'accès aux bourses, qui devrait être rendue plus facile pour les familles monoparentales. C'est également une déduction augmentée pour les précomptes.
Vous savez qu'il y a une possibilité de déduction quand vous avez des enfants à charge. Nous souhaiterions assimiler la situation de famille monoparentale à un enfant supplémentaire à charge virtuellement, mais en veillant à ce que le gain bénéficie bien aux locataires et pas aux propriétaires, l'objectif étant que la famille qui loue soit réellement soutenue. Et s'il me reste encore un peu de temps, j'en profite pour donner une explication alors sur la réforme des allocations familiales, puisque je fus le ministre en charge de la proposition au sein du gouvernement que nous avions avec M. Magnette à l'époque. Il fallait geler la situation sur l'existant avant 2020 pour ne pas changer les règles en cours du jeu, parce qu'il y a une série de familles qui comptaient sur ces montants-là et on ne pouvait pas donc rétroagir. Mais on devait quand même améliorer le mécanisme, et c'est notamment moi qui ai proposé qu'il y ait une catégorie famille monoparentale qui n'existait pas avant, pour qu'enfin elle soit reconnue et valorisée financièrement, que le premier enfant ait une augmentation de l'allocation, parce qu'on a quitté le modèle où il fallait que finalement, au plus on a d'enfants, au plus on a le montant important, alors que c'est quand vous avez le premier que toutes les frais, les charges arrivent et que vous pouvez réutiliser pour les suivants. D'où cette réforme qui peut paraître alors discriminatoire quand on regarde avant ou après 2020, mais qui a cherché à améliorer un modèle tout en restant dans un budget qui était raisonnable et soutenable. Merci. Monsieur Lemoine pour défi. Madame, d'abord, j'aimerais vous dire que le CECAL est évidemment imparfait. On a des mesures pour proposer ces réflexions, mais ça a été impulsé, ça a le mérite d'exister par Défi, notre secrétaire d'État Gisèle Mandela, à l'époque en 2004. Alors par la suite, c'est plus Défi qui a eu la main, mais voilà, on sait que ça a été sous-financé pendant des années et qu'il faut le revaloriser. D'abord, on est aussi pour le prélèvement à la source des frais évidemment ordinaires, pas seulement en ce qui concerne les enfants, mais en ce qui concerne aussi les ex-conjoints, et en ce qui concerne les frais extraordinaires, nous serions également pour qu'ils soient prélevés à la source, mais qu'ils soient définis par barème aussi avec les associations du secteur pour savoir quels frais extraordinaires dont on parle et quel barème est-ce que l'on pourrait envisager pour cela. Et puis, il faut faire en sorte, je l'ai dit, que ce CECAL soit refinancé massivement, parce qu'on sait aujourd'hui que, vous l'avez dit, sans jugement, il n'y a pas d'accès aux droits, et que sans jugement, on doit avoir accès à ces droits, et que ces frais extraordinaires représentent des dépenses majeures. Et donc, je l'ai dit, un listing de ces dépenses extraordinaires avec un prélèvement à la source, on pense que c'est l'une des solutions principales. Merci beaucoup. Madame Mathioli pour du collectif citoyen. Bon, je voulais quand même préciser en fait que moi j'ai intégré Collectif Citoyen parce que ça fait 30 ans que je suis la politique et que beaucoup de promesses et au final, que dalle. Après les élections, on a plein de projets, on a des beaux programmes, mais ça prend des années avant de mettre les choses en place. Donc au Collectif Citoyen, ce qu'on propose, c'est qu'on espère et que ça pourra se remettre en place un jour, c'est un référendum d'initiative citoyen, qu'on prenne des décisions ensemble, qu'on propose un projet à mettre en ligne. On a des ordinateurs, maintenant on est tous obligés d'avoir un PC, comme en Suisse. En Suisse, il y a une proposition de loi, tout le monde participe, donne son avis, on est d'accord, on n'est pas d'accord, et tout le monde, je dirais, a des idées, mais il va falloir les mettre en place et agir. Parce que j'entends depuis de trop nombreuses années beaucoup de blabla, mais concrètement, il n'y a pas d'argent. On a de l'argent pour aller envoyer des avions de chasse en Ukraine, on a de l'argent pour faire la guerre, mais on n'a pas d'argent pour nos enfants qui n'ont pas les moyens ni de se nourrir, ni de faire des activités sportives, ou peut-être même l'université. Je passe la parole. Madame Chirifani pour le CDB. Oui, du coup, effectivement, tout à l'heure, on parlait d'incivilité, et dans notre société en général, la moindre incivilité est tout de suite pénalisée, il y a tout de suite des mesures qui sont prises. Ici, c'est pas le cas, et en fait, quand on voit que de nouveau, ça touche uniquement les femmes, ça pose vraiment question, parce qu'il y a vraiment un côté sexiste. Donc, effectivement, il faut renforcer le CECAL, et aussi une autre chose sur laquelle on peut agir, en fait, c'est simplement que tous ces frais dont on a parlé, les frais dits extraordinaires, si dès le départ, il ne faut pas les débourser, il n'y a pas forcément besoin du coup de faire intervenir le CECAL pour les rembourser. Donc par exemple, pour être clair, une mesure qu'on propose, c'est les cantines sur le temps de midi gratuites, parce que c'est un énorme budget, vous en parliez tout à l'heure avec les colis alimentaires. On parlait aussi tout à l'heure de l'automatisation des droits, et je pense que dans ce cas-ci, c'est vraiment un bon exemple, parce que c'est beaucoup de démarches. Et nous, les mamans solo, en fait, on n'a déjà pas le temps en temps normal. Et c'est beaucoup d'énergie aussi pour simplement réclamer ce à quoi on a droit. Donc je pense qu'il y a moyen d'agir là-dessus en automatisant les dossiers, en rendant les procédures plus simples et simplement aussi en informant, parce que je pense que simplement on n'est pas toujours au courant de nos propres droits en tant que maman solo et puis de manière générale. C'est terminé malheureusement. Merci beaucoup.
Oui, pardon, Madame Bourget. Moi, je l'avais oublié. Pardon. Voilà, on a parlé de nombreuses mamans qui ont recours au séquelles, mais il y a encore toute une série de personnes qui ne connaissent pas le service. Donc la priorité aussi est de le faire connaître plus largement toutes les mamans, toutes les familles monoparentales, et voir aussi quels sont les freins finalement, parce qu'il y en a qui le connaissent mais qui n'y ont pas recours. Donc il y a aussi toute une série de choses sans doute à mettre en place pour qu'il soit plus accessible. Ce que l'on souhaite également, et ça je ne l'ai pas entendu, c'est un mécanisme de sanction efficace pour le parent débiteur qui n'assume pas sa charge. Donc j'ai entendu saisie de salaire, pourquoi pas, prévoir des actions plus rapides. Et alors, un point complémentaire, vous avez évoqué le coût des frais de justice, et notamment sur la vie d'un enfant, les besoins augmentent et il y a des modifications de la contribution alimentaire qui sont nécessaires, donc évolution de la part prise par le deuxième parent. Et aujourd'hui, il faut à nouveau aller devant la justice, ce qui coûte à nouveau cher. Donc ce que nous proposons ici, c'est d'avoir un service administratif qui soit accessible gratuitement pour revoir cette pension alimentaire, donc que ce soit une voie administrative plutôt que judiciaire. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Je voudrais juste ajouter un complément par rapport au pourquoi on n'active pas le séquelles. Alors, parce que oui, c'est lourd administrativement, mais il y a aussi autre chose. C'est qu'il y a une peur des représailles qui est vraiment présente. J'ai encore discuté avec une maman la semaine dernière qui, au boulot, elle reçoit 60 € par enfant, elle les a à temps plein quasi, et elle me dit c'est le prix de ma tranquillité. Je sais que j'aurais droit à plus, mais c'est le prix de ma tranquillité. Et alors je voudrais partager avec vous quelque chose de plus personnel. Pendant 1 an, donc une maman, je vis dans un quartier social à Jambes, et donc je côtoie beaucoup de mamans solo. Pendant 1 an, j'ai insisté auprès d'une maman, je lui ai dit fais les démarches au séquelles, t'y as droit. Et alors c'était non, je me débrouille. Mais je lui ai dit tu te rends compte, tu l'as pas fait toute seule cet enfant. Donc c'est une enfant de 14 ans. Pendant 1 an, je l'ai encouragée, j'ai essayé de, parce qu'elle était un petit peu construite comme ça, en disant non, j'ai pas besoin, je suis forte, j'ai pas besoin de lui. Je dis c'est pas une question de besoin de lui, c'est dans le code civil, il y a une obligation alimentaire. Alors, elle a fait les démarches. Et le jour où l'ex-conjoint a reçu le dossier, elle s'est fait renverser en sortant de chez ses parents. Alors je peux vous dire que moi, ce jour-là, j'ai culpabilisé, mais comme jamais, je pense, dans ma vie. Et j'ai regretté. Je me suis dit, j'aurais dû rien faire. Et c'est pour ça, il y a aussi cet aspect-là qu'il faut prendre en compte. Donc on ne veut pas, parce que c'est le prix de notre tranquillité, effectivement. On a peur des menaces, des représailles et de cette violence post-séparation. Donc, elle a porté plainte. Mais moi, je vous jure que j'étais mal. Et je me suis dit, je vais me taire maintenant. Mais non, en fait, on ne doit pas se taire. Il y a ce sentiment aussi de honte, de dire, ben non, je ne vais pas demander, j'assume. Parce que ça aussi, qu'est-ce qu'on a eu? Ah ben, t'as voulu te séparer, t'assumes. Mais quoi? Le fait qu'eux n'assument pas leurs obligations alimentaires. Enfin voilà, je voulais juste ça. Et il y a un arrêté royal, Monsieur Lemoine, qui est disponible avec tout ce qui inclut les frais extraordinaires. Donc, c'est récent, hein, mais comme ça, vous avez l'info. Alors voilà, on va passer à l'épreuve du logement. Ce sera plus rapide. Donc l'accès au logement, c'est quand même un droit fondamental aussi. Et là aussi, les mamans solo à l'épreuve du logement. Donc 30% des familles mono vivent dans des logements indécents ou inadaptés. Donc on a aussi des témoignages de mamans qui vivent avec 2-3 enfants dans des toutes petites surfaces. Pour nous, c'est absolument pas acceptable. Et 7 familles monoparentales sur 10 éprouvent des difficultés à trouver un logement. Donc il y a une discrimination de la part des propriétaires et qu'on peut entendre finalement. Parce que moi-même, je serais propriétaire, je ne l'aurais pas une maman solo. C'est quand même contradictoire. Alors, on est dans le top 3 des discriminations par rapport aux dernières études. Donc là, j'ai pas vraiment de solution. Alors il y a un autre constat, c'est que 25% des familles mono doivent faire face à des arriérés de loyer, de factures d'énergie, de télécommunications, parce que bien évidemment, il n'y a pas d'économie d'échelle. Quand vous êtes tout seul, eh bien, vous payez tout plein pot. Et encore une fois, le statut BIM qui vous permet d'avoir le tarif social, dès l'instant où vous travaillez un petit peu, le plafond il est bas, eh ben, vous perdez tout ce tarif social. Moi, je l'ai vécu, ben, ça fait mal. Hein. J'ai reçu une facture de régularisation de 1 700 € et pourtant, je vis dans un logement social de 50 mètres carrés. Et là, je n'ai pas de levier, ben, je dois payer. C'est super, hein. Donc voilà, ça c'est des réalités aussi qu'il faut entendre.
Et donc le logement, c'est une des principales difficultés rencontrées quand on est famille monoparentale. Alors là aussi, j'ai une question pour vous. Attention, c'est un arrêté du gouvernement wallon, pour ceux qui sont concernés. Donc il y a une invisibilité dans les logements publics. Alors, il faut savoir que quand vous faites une demande de logement social, il y a une grille de points de priorité qui est établie. Et en 2007, la monoparentalité apparaissait. Donc, super, si je divorce ou en instance de lettre ou si je suis seule avec des enfants, j'ai des points de priorité qui me permettent d'accéder plus rapidement à un logement. Et puis, on ne sait pas ce qui s'est passé en 2014. La monoparentalité a disparu de cet arrêté du gouvernement wallon. Donc, si quelqu'un a la réponse, ça nous intéresse aussi. Et alors, pareil, là, on a aussi des idées. Donc, remettre cette priorité de points au niveau des familles mono. Un calcul aussi du loyer au regard de la monoparentalité, parce que on travaille, on s'émancipe. Hein. Moi, j'évolue, je suis contente. Peut-être qu'un jour, on va m'exclure du logement social en me disant « Madame, vous gagnez trop ». Mais je n'aurai pas accès à la propriété, parce que pareil, les fonds du logement et tous ces organismes, il n'y a rien. Pour les familles nombreuses, oui, mais pas pour les monos. Et donc ça aussi, le calcul, il est calculé, il augmente en fonction de vos revenus, mais ne tient pas compte que vous êtes seul à devoir payer tout le loyer et les charges. Donc une grille de loyer pour le privé, et puis la lutte contre les logements inoccupés. Merci, c'est à vous. Madame Cornet, pour les écolos. Voilà. Merci. Mais oui, donc bien sûr, le logement fait partie de la base. Quand on est mal logé, j'ai vu ce matin, juste en arrivant, Madame Christine Mailly, qui était là au début de votre conférence, le dit abondamment. Quand on est mal logé, c'est vraiment difficile d'être bien dans sa vie. Et donc, en préparant, je regardais un peu les chiffres de croissance du nombre de logements. Et en fait, il y a plus de logements qui arrivent sur le marché que de ménages qui arrivent sur le marché. Donc en fait, on n'a pas une crise du logement. On a une crise de l'accès au logement. Et l'accès au logement, il est rendu difficile pour les familles monoparentales, pour les femmes qui vivent de la discrimination. Et d'ailleurs, vous l'avez souligné. Donc, nous, ce qu'on veut, c'est améliorer le logement, mais de tout le monde, en fait. Qu'on puisse, que chacun et chacune et chaque enfant ait accès à un logement de qualité, qui a une isolation correcte, qui évite des régularisations complètement dingues. C'est une lutte contre les logements inoccupés. C'est aussi une allocation de loyer pour les personnes qui ont accès au logement social, mais pour lesquelles il n'y a pas de place. Voilà quelques éléments. Ça va vite, minutes. Monsieur Prévost, vous pouvez s'engager. Bien conscient de la difficulté du logement, quand, pour l'anecdote, mon père a demandé le divorce de ma mère et que j'avais 7 ans et mon frère 5 ans, qu'il est parti vivre à l'étranger. Ma mère s'est retrouvée gros gens comme devant. Et heureusement qu'elle a pu compter sur ses parents, donc mes grands-parents, pour se porter garant afin qu'une location puisse avoir lieu. Parce que toute seule, à temps partiel, de surcroît, elle n'aurait pas tenu le coup. Mais tout le monde n'a pas nécessairement des parents qui sont capables de pouvoir soutenir. Et donc, moi, je suis tout à fait favorable, c'est dans notre programme, pour qu'il y ait des points qui soient octroyés pour les logements sociaux, pour les familles monoparentales. Et je vais vous dire la vérité, je suis sidéré d'apprendre, parce que nous, on le propose pensant que ça n'existait pas, mais que ça a existé et que ça a été retiré. Alors là, je vais me renseigner, parce que je voudrais connaître pourquoi cette marche arrière. 2, nous ne sommes pas favorables à des grilles de loyer imposées, parce que quand ça a été mis en œuvre, notamment aux Pays-Bas, ça a eu les effets pervers inverses. Beaucoup de propriétaires ont commencé alors à vendre, plutôt que de mettre sur le marché locatif qui s'est effondré, et ça a créé plus de difficultés pour se loger, puisque tout le monde ne sait pas acheter, mais doit être dans une démarche de location, et comme je le disais tout à l'heure, l'exemption du précompte pour faciliter la tâche financièrement. Merci beaucoup, Monsieur Lemoine, pour des chiffres. Oui. Alors je pense que dans ce genre de cas de figure, il faut aller sur 2 plans. C'est d'abord celui de la carotte, celui du bâton. Parler d'abord du bâton. Je pense qu'il faut renforcer le testing aussi auprès des propriétaires pour savoir s'il y a réellement une discrimination qui est faite par certaines agences ou certains propriétaires, qui est faite, non, pas pour savoir si, pour savoir si certaines agences, et donc auquel cas prendre des sanctions nécessaires. Et puis deuxièmement, renforcer les aides pour ceux qui attendent un logement social, puisque ils sont énormément en ce moment. C'est aussi des familles monoparentales. Il est extrêmement difficile de se loger sans une aide publique, alors qu'on a droit dans la loi à ce logement. Et puis
lutter aussi contre les logements inoccupés. On le fait à Namur, je le constate dans mon mandat de conseiller communal, mais aussi à impulser fiscalement, et c'est là que vient la carotte, une aide financière ou en tout cas un avantage fiscal aux propriétaires qui confieraient leurs biens à une agence sociale de location, puisque ça bénéficierait directement aux familles monoparentales qui pourraient faire en sorte à ce moment-là d'avoir plus de logements disponibles qui sont confiés à ces agences. Merci beaucoup, Madame Mathioli, pour le collectif. Voilà, ben, je rebondis sur ce qu'il vient de dire. En fait, il y a des agences sociales auxquelles on peut remettre, un propriétaire peut remettre le logement de sa maison et où il bénéficie de réductions et de primes s'il y a des réparations à faire ou d'autres. Donc voilà, alors moi je voulais parler d'un problème sur Bruxelles, dont Claude Archer de Transparencia a relevé le sujet il y a déjà quelques années sur les logements sociaux. Il y a du travail dans le sens où il faut remettre les choses à leur place et les gens à leur place aussi. Quand une famille bénéficie d'un logement social avec 3 chambres parce qu'ils ont des enfants et que les enfants sont partis et que la personne a pris de l'âge et qu'elle reste toute seule dans cette maison qui pourrait héberger une autre famille avec d'autres enfants, il faut remettre les choses à leur place et voilà, une femme seule n'a pas besoin d'une maison avec 3 chambres à chauffer quand on a des problèmes de précarité au niveau au niveau social. Après, il y a revoir aussi, quand on travaille, quand la situation change de la famille, on ne reste pas toute sa vie dans la précarité. Donc si à un moment donné, certaines personnes ont la chance de travailler ou de se remettre en couple, qu'il y a 2 revenus, on laisse tomber le logement social et on laisse la place à quelqu'un d'autre. Enfin, je veux dire, c'est un travail de société, quoi. Bon sang. Désolée, c'est pour Ok, excusez-moi. Du coup, en 1 minute pour être très clair, 3 propositions concernant le logement. La première, c'est la grille dont on a parlé, une grille contraignante pour les propriétaires sur base de critères objectifs en fonction de la localisation, l'état du bien, la taille, etc. Ça permettrait évidemment déjà de régler pas mal de choses et évidemment que tout ça soit bien contrôlé après. Les logements inoccupés, c'est un énorme problème parce qu'en fait, ça permet aussi de faire augmenter les prix pour certaines personnes qui spéculent sur base de ça. Donc, faire un cadastre des logements inoccupés et après 3 ans, les remettre en location. Et si le propriétaire ne veut pas collaborer, c'est via une agence sociale de logement simplement. Et alors, il y a la question du logement social en tant que tel. Donc, en Belgique, il y a moins de 7% de logements sociaux. C'est pas beaucoup. On sait tous qu'il y a des très longues listes d'attente. Donc, il faut créer du logement social. On peut le faire via des sociétés publiques, ça crée aussi de l'emploi. Et puisqu'il me reste quelques secondes, je voulais parler de la question de l'énergie parce que je trouve que c'est fondamental. On parle beaucoup de rénovation de logements, mais en fait ça concerne beaucoup les propriétaires. Peut-être que certains parmi vous ont la chance de l'être avec une petite maison, etc. Mais il faut aussi travailler sur les locations à ce niveau-là. Merci. Je vous ai pas oublié cette fois-ci. Voilà, en termes de logement, on a parlé des logements publics. Le problème des logements publics, on l'a dit, il n'y en a pas assez. En plus, ils sont très énergivores. Donc, une proposition, c'est d'augmenter, mais via des partenariats publics-privés. Notamment, pourquoi pas mettre des terrains publics à disposition de partenaires privés qui pourraient développer des logements avec des tarifs abordables et pour éviter les surcoûts en termes d'énergie par la suite. On a parlé également des agences immobilières sociales. Je pense que dans toutes nos communes, je suis bourgmestre également, on fait la chasse des bâtiments inoccupés. Il y a un frein des propriétaires, mais on voit par contre des logements qui restent inoccupés pendant 10 ans et des gens qui payent. Donc il y a sans doute quelque chose à faire pour renforcer le rôle des agences immobilières sociales. Et par ailleurs, pour les familles ou les mamans ou les papas qui ont la possibilité d'investir dans l'achat d'un bâtiment, avoir une réduction des frais d'enregistrement nettement inférieure aussi, pour pouvoir, c'est une forme d'économie et donc lutter aussi contre la précarité, puisque quand on n'est pas dépendant au niveau logement, ça permet aussi une certaine stabilité. Merci beaucoup, Madame Grovenus, pour le PS. Moi, je vais à nouveau faire le lien avec l'automatisation des droits, puisque notamment c'est ce qui permettrait bien que tout qui a droit à une allocation de loyer aujourd'hui puisse en bénéficier. Il y a beaucoup de femmes qui n'ont pas accès à cette allocation de loyer simplement parce qu'elles ne le demandent pas. Aussi avec la suppression du statut de cohabitant, parce que je pense que ça permettrait de remettre beaucoup de logements publics sur le marché et qui permettrait du coup d'offrir de nouvelles possibilités pour toutes ces mamans solo. Investir dans le logement public, on l'a fait sous cette législature, on a investi des milliards dans la rénovation, dans la construction de nouveaux logements, dans la
la performance énergétique des logements publics, il faut continuer encore et encore. Il n'y en a pas assez et on doit continuer. Mais aussi les règles d'attribution des logements publics. Vous l'avez dit, aujourd'hui on a des points de priorité pour les femmes qui sont notamment victimes de violences. La question de la famille monoparentale doit revenir dans ces règles d'attribution. Et puis, les questions de régulation des loyers, avoir des loyers qui soient modérés avec une grille obligatoire des loyers, et des loyers qui soient limités aussi quand on est face à des loyers qui sont des passoires énergétiques. On ne peut pas avoir des loyers élevés pour des propriétaires qui ne font pas les travaux par rapport à l'énergie. Merci. Merci. Alors, quatrième thématique, c'est la mobilité. Alors, j'avais aperçu M. Gilles, mais je crois qu'il est parti, parce que c'est dans ses compétences. Alors là, on va faire un petit jeu. À votre avis, combien en pourcent de familles monoparentales n'ont pas le permis? Beaucoup, hein. Ceux qui savent se taisent. 70. Vas-y, Mathis. 75. Alors 75, c'est pas les familles mono, mais c'est un chiffre intéressant. La révisée avec maman. 75% des gens qui n'ont pas le permis en Wallonie, ce sont des femmes. 75% des gens qui n'ont pas le permis en Wallonie sont des femmes. Je le redis, j'insiste. Et chez les familles mono, c'est presque la moitié. Donc c'est une mobilité douce qui est subie. Parce que je peux vous dire qu'au quotidien, sans voiture, pour faire les courses, pour amener les enfants chez le médecin, pour les amener au foot. Donc moi, mon fils, il fait du foot. Quand j'avais pas de voiture, le foot, c'était pas accessible pour lui simplement. Parce que quand les entraînements finissent à 21h, il n'y a plus de bus. Alors l'été, ça peut être sympa de rentrer à pied, mais l'été, il n'y a pas de foot. Et l'hiver, c'est une catastrophe. Donc, je vous ai mis une petite illustration là pour vous imaginer ce que c'est en poussette. Surtout avec des enfants en bas âge. Quand ils sont plus grands, ma foi, quand il n'y a plus les poussettes, les sacs allongés, etc., c'est gérable. Mais ça, pour nous, c'est un levier hyper important. Parce que moi, ma maman, elle m'a élevée avec ces messages clés. Ma fille, aie un métier dans les mains, tu ne dépendras de personne, et surtout pas d'un homme. Et passe ton permis et une voiture, c'est la liberté, l'autonomie, la route vers l'émancipation. Je vous donne juste un exemple personnel. J'ai repris des cours du soir. Et sans voiture, je ne peux pas. Alors tout le monde n'a pas un soutien familial ou une solidarité autour de soi. Et dans ces cas-là, on est empêché finalement. C'est une émancipation qui est impossible. Donc on met vraiment l'accent là-dessus. Parce que pour accéder à un emploi, une formation, pour gérer la charge écrasante quotidienne, pour nous, c'est essentiel. Alors, je voulais illustrer avec une image perso. Mon fils avait 2-3 ans. Daphné, ça va te rappeler des souvenirs. Donc là, je vous place le contexte. Là, c'est une sortie d'école, un temps de midi. Et donc là, c'est 3 enfants, de 2 et 3 ans. D'accord? Alors, il faut s'imaginer qu'on était dans le bus. On a été à la plage d'Amé, pour ceux qui sont du coin, c'est à Jambes. La plage d'Amé a été nos vacances pendant 10 ans, à mon fils et moi. Cette année, je lui offre des vraies vacances. Je suis très heureuse. Alors, il faut s'imaginer qu'en sortant de cette petite escapade à la plage d'Amé, il faut repasser au magasin pour faire des courses. Et tout ça dans le bus. Donc voilà, j'aimerais vraiment que vous vous rendiez compte. Alors, autre chose, comme on est les reines de la débrouille, j'ai acheté une petite voiture. 500 €, la voici. Et pendant 3 ans, j'ai roulé avec. Et elle m'a rendu une liberté, une autonomie. Et tous les jours, je me disais merci d'être là, parce que ça nous permettait d'avoir une vie beaucoup plus sereine. Alors, je me suis rendue à des entretiens d'embauche avec ce véhicule. Croyez-moi que je me garais bien loin pour ne pas être victime de discrimination. Et je l'ai décoré parce que je me dis, quitte à avoir une voiture de baraki, on va y aller à fond, on va lui mettre des fleurs, et rouler, je laisse. Donc voilà. Et j'ai beaucoup d'affection pour cette voiture. J'ai réussi à la vendre 200 €. J'ai fait une belle revente. Tout le monde a rigolé parce que tous mes collègues à l'époque me disaient tu la vendras jamais. J'ai mis une belle annonce et elle est partie. Donc voilà. C'est pas moi qui l'ai acheté. Bientôt Monique, tu auras une voiture aussi bientôt. Donc voilà, trêve de plaisanterie. Une voiture pour nous, c'est fondamental quand on est maman solo. Un permis et une voiture. Alors là aussi, on a des leviers. Donc mesures de soutien pour qu'on puisse passer le permis. Parce que c'est plus de 1 000 € un permis de conduire.
Un tarif mono, s'il vous plaît, pour la taxe de circulation. Merci beaucoup, je passe le message. Moi, j'en ai marre de faire des plans de paiement à chaque fois que je reçois ma taxe. Et alors, il y a une nouvelle législation qui va prendre effet, je pense, le 1er juillet 2025. Et là, on voit que pour les familles nombreuses, il y a 100 € de réduction. Waouh! Et là, il faut m'éclairer aussi. Parce qu'il y a la dernière phrase qui dit « Les familles dont les enfants sont en garde alternée pourront également bénéficier de cet avantage ». Alors, est-ce qu'on est concerné quand on a la garde majoritaire ou est-ce que c'est que les gardes 50-50 ? Enfin, voilà, faudrait, si vous pouvez plancher sur ça avec vos équipes, ce serait chouette. Et alors, un tarif social pour l'achat d'un véhicule aussi. Parce que moi, j'ai eu de la chance, 500 €, c'est une affaire, jamais plus de ma vie, j'en aurais une comme ça. Bon, elle avait 22 ans. Mais un tarif, allez, un crédit social à 0%, faire des partenariats avec les garages du coin. Moi, je négocie à chaque fois que je vais chez Auto 5. Je lui sors les chiffres des familles mono et je lui dis on fait un petit tarif famille mono. Donc voilà, mais je pense qu'il y a des partenariats à faire aussi avec les écoles de mécanique. Donc parce que les réparations, ça aussi c'est un puits sans fond. Parce que comme on achète des vieilles voitures, il y a tout le temps des réparations. Tous les jours, moi je l'embrasse et je lui dis tiens, encore une journée. Et alors les abonnements tech et autres à 12 € pour les enfants et les parents parce que Monique, on a l'exemple, elle paye plein pot pour certains enfants parce qu'ils ne sont pas dans la fourchette d'âge qui est compris. Et pour nous, ça, et pour les parents aussi. Pour nous, ça, c'est une injustice que ce serait bien de rétablir. Alors, j'aimerais que Monique, bien fort et haut de voix, nous dise cette phrase. C'est un témoignage de maman. Être mère isolée, c'est prendre le bus de nuit avec ses enfants parce que vous n'avez pas de quoi payer un taxi. Pour aller aux urgences parce que le petit dernier fait une infection urinaire carabinée. C'est traverser la ville avec les enfants dans la poussette, avec une entorse, un dimanche matin, sous une pluie torrentielle. Pour aller à la pharmacie de garde parce que la grande a une otite. C'est à vous. Monsieur Prévost, pour les engager. Je reviens à la question du statut famille mono que nous souhaitons créer, comme les familles nombreuses, puisqu'il y a beaucoup de réductions qui sont institutionnalisées au fil du temps pour les familles nombreuses et dont il n'y a pas de raison d'exclure les familles monoparentales. Premier élément. 2, la question de la mobilité est effectivement un enjeu majeur et je peux souscrire aux propositions qui sont faites pour alléger la fiscalité, pour augmenter les chances de pouvoir acquérir son véhicule. Je suis aussi surpris par le phrasé de l'arrêté royal que vous avez évoqué, donc on va creuser la question, c'est l'intérêt de ce genre de rencontres et de débats. De manière plus large, je pose la question de l'accessibilité financière pour les familles mono à toute une série de biens et de services. Et quand j'étais ministre, j'avais d'ailleurs chargé, et elle est dans la salle, je la remercie, Dorothée Klein, qui était ma collaboratrice en charge de la lutte contre tous les problèmes d'égalité, de passer au crible toutes les législations pour pouvoir voir ce qui devait être modifié. Parce qu'on a aujourd'hui, il faut le dire, des législations qui sont héritées d'une période très patriarcale, avec un modèle familial très classique, et qui n'ont pas anticipé les enjeux des familles monoparentales. Et donc on doit toiletter tout ça pour éviter ces injustices qui restent comme des poches ci et là. Merci. Monsieur Lemoine. Voilà, mais déjà j'aimerais vous dire que je souscris évidemment à ce qui a été dit pour l'allègement de la fiscalité pour l'achat d'une voiture et pour le permis, pour aussi faire en sorte que les CPAS aient plus de fonds pour peut-être élargir leurs conditions de passage d'un permis via leurs aides et un refinancement massif du fédéral et du régional, puisque, je le redis, je suis conseiller communal et je vois que le CPS a de plus en plus de charges sur ses épaules financières et que les autres niveaux de pouvoir ne sont pas au rendez-vous, et donc ce serait un mensonge que de vous dire que le CPS peut répondre à tout. Et puis j'aimerais aussi proposer l'alternative qui est de dire que oui, évidemment, la voiture est une grande solution, d'ailleurs je l'emploie moi-même, mais il faut aussi que les transports en commun soient une solution. Et donc un plan massif de refinancement pour les transports en commun, mais pas seulement pour avoir plus de trains sur les rails et que ce soit un slogan, pour dire que les transports en commun soient plus confortables, plus sécurisés, et qu'il y en ait plus dans la fréquence et dans les horaires plus tardifs, c'est aussi une solution. Et puis aussi, comme certaines communes le font, des plans réduits de tarifs pour les taxis principalement de nuit pour les personnes âgées, soient applicables également aux familles monoparentales qui le souhaitent. Merci beaucoup. Mathieu pour Collectif Citoyen.
Voilà, moi ce que j'ai pu constater par rapport au coût du véhicule, c'est je souhaiterais quand même savoir où passe notre taxe de mise en circulation annuelle vu l'état des routes, quoi. Parce que sérieusement, ça fait plus de 20 ans que quand j'utilise chaque année, j'ai des problèmes d'amortisseur, j'ai des ampoules qui pètent. Fatalement, au contrôle technique, ça passe pas. Comme on est toujours occupé à courir dans tous les sens, vous ne repassez pas dans les 15 jours comme demandé. Donc, quand vous croisez la route de policier, maintenant, c'est voir si vous êtes en ordre ou pas de contrôle technique. Donc, on se ramasse une taxe supplémentaire parce qu'on n'est pas dans les temps. Donc voilà, j'aimerais bien savoir où va cet argent, parce que c'est pour reboucher les trous, comme on le fait en Wallonie, excusez-moi, mais ça ne doit pas coûter une fortune, vu le nombre de véhicules immatriculés en Belgique. Quelles sont vos propositions? Quelles sont mes propositions? Si on parle de famille monoparentale. Pardon? C'est sur les monoparentales. Oui, on est seul quand on est seul à devoir assumer les frais d'un véhicule, et c'est chaque année, j'ai plus de 1 200 € qui partent là-dedans, quoi. Et donc voilà, et puis facilité pour les jeunes aussi, le permis de conduire, on complique tout. On pourrait revenir en arrière et simplifier un peu les choses. Alors, en ce qui concerne la mobilité, je crois que vraiment le point fondamental que nous on veut mettre en avant, c'est qu'il y a deux visions de société qui s'opposent. Il y a une vision individualiste où on met la responsabilité sur les gens. Chaque personne individuellement doit trouver une solution de mobilité. Et il y a aussi un effet très culpabilisant parce que tout ça est lié aussi à une crise climatique. Donc, en plus de ça, on te culpabilise beaucoup si tu pollues, si tu fais des kilomètres, etc. Donc, nous, vraiment, on veut axer ça sur des solutions collectives. Donc, c'est les transports en commun, le TEC. On pense à un accès gratuit du TEC parce que ça permettra à beaucoup plus de monde de pouvoir l'utiliser et que ce frein financier ne soit pas là. On veut aussi un accès plus facile aux tarifs de la SNCB. Par exemple, j'ai regardé, mais si je veux faire une petite escapade à la mer depuis Andenne où j'habite, c'est 51 € le trajet aller-retour jusqu'au stand. Donc c'est quand même un énorme budget. Si on est 2 adultes, en fait, ça revient moins cher d'y aller en voiture. Donc la question du prix, je crois quand même, est fondamentale. Et alors, une fois qu'on a travaillé sur le prix, il reste encore le problème de l'accès, simplement en termes d'horaire, sur la fréquence, etc. La qualité du service, évidemment. Et je n'ai plus de temps. Merci beaucoup. Le maire. Oui, voilà. En termes de mobilité, on n'a pas la même réalité à la campagne et en ville, évidemment. Au niveau des transports en commun, c'est parce qu'il faut être parfois fort inventif. Pour la voiture, dans le cadre du plan de cohésion sociale, il y a des initiatives qui sont prises pour permettre aux personnes qui n'ont pas la possibilité de passer leur permis de conduire parce que c'est inaccessible financièrement. On pourrait peut-être l'obliger, mettre un critère en plus dans le plan de cohésion sociale et demander que d'office on organise ce type de formation-là. Je parlais de l'accessibilité en voiture, mais on a les taxis rurales qui peut être aussi soutenues. Et en termes de transport en commun, il faut évidemment permettre l'accessibilité plus, mais au niveau de la gratuité, il faut faire attention aux effets pervers. Là, dans le cadre des transports scolaires, on a mis la gratuité à tout le monde et finalement tout le monde s'est retrouvé dans les transports scolaires. On a mis les enfants de 3 ans dans les lignes ordinaires. Donc le but, c'est pas ça. Mais par contre, on peut lier la gratuité à d'autres critères que celui de l'âge. Donc notamment pour les étudiants, pour notre étudiants de plus de 24 ans, d'avoir encore l'accessibilité gratuite aux transports en commun ou encore aux personnes qui travaillent dans certaines situations. Merci beaucoup. Madame Grandvillenous pour le PS. Merci. En ce qui concerne la voiture et l'accessibilité du permis, etc., je souscris totalement aux propositions que vous avez formulées. Je vais peut-être m'attarder un peu plus sur les transports en commun, où là, effectivement, ça me semble important d'assurer plus d'accessibilité, que ce soit sur le plan financier, donc continuer vers la gratuité des transports en commun. On a déjà bien avancé, mais il faut aller plus loin. Continuer aussi sur une accessibilité géographique. Donc voilà, une zone rurale, une zone urbaine, c'est pas la même chose, mais il faut aussi que les personnes qui vivent en zone rurale puissent avoir des transports en commun le matin, le soir, en zone urbaine aussi. On le voit, on a des difficultés parfois tôt le matin ou tard le soir à avoir des transports en commun. Et puis, un élément qui me semble essentiel qu'on n'a peut-être pas encore évoqué, c'est la question de la fracture numérique et de faire en sorte que quand on va chercher un ticket de train, un ticket de bus, qu'on a besoin d'un abonnement, etc., on trouve encore concrètement des guichets ouverts avec du personnel qui peut aider, qui peut soutenir la personne, et puis aussi qui a un rôle de contrôleur un peu social aussi. Être dans une gare, quand on est une femme seule, où il n'y a personne, ça fait flipper. Et je trouve que c'est important d'avoir encore des gares humaines où on se sent en sécurité. Merci beaucoup, Madame Cornet pour les écolos. Merci.
Mais donc, vous le pointez, et très justement, et je partage ce constat, les femmes sont de plus grandes utilisatrices des transports en commun. Et à ce titre, la réflexion sur les transports en commun doit être une réflexion genrée. On doit réfléchir l'accès aux transports en commun parce que les femmes les utilisent davantage. La mobilité, c'est un droit. Et donc ça veut dire, c'est pas seulement la voiture, la mobilité est un droit. Alors parfois on n'a pas le choix, on doit prendre la voiture, mais nous, autorités publiques, nous devons être attentifs à ce qu'il y ait une mobilité douce, accessible, tant financièrement que matériellement, dans mon village, etc. Et donc, c'est pour ça que nous souhaitons étendre la gratuité ciblée, et c'est pour ça que la SNCB, et on est bien d'accord, moi je prends le train aussi, je pense aussi qu'on doit faire mieux, on doit continuer à faire mieux. Il faut continuer à investir. Cette législature, il y a eu de gros investissements dans la SNCB, il faut continuer à investir. Mais ça veut dire qu'il faut arrêter de voter l'austérité au niveau européen. Il n'y a pas d'investissement dans la mobilité si on vote l'austérité. Et enfin, il y a des choses à faire au niveau des voitures partagées. Celui-là, c'était pour être sûr que vous soyez tous bien réveillés. Merci. Oui, je pense. Oui, merci beaucoup. Alors, je voulais juste revenir sur un chiffre en parlant de la sécurité des transports en commun. Il y a une étude qui a été menée en 2017, donc en Wallonie à Bruxelles. Combien de pourcents de femmes ont déjà été victimes de harcèlement sexiste dans l'espace public? Allons-y, on y va. 55. Non plus. Qui dit mieux? 90%. Non. On est quasiment à 100%. C'est 98%. Et l'ONU évoque déjà cette problématique du transport public sécuritaire pour les femmes depuis des lustres. Et puis il y a aussi d'autres raisons. Pourquoi? Alors il y a une étude c'est Solmob, je pense, donc, qui interroge les gens. Pourquoi vous prenez la voiture plutôt que les transports en commun? Donc dans 80% des cas, c'est plus rapide. Il y a la limitation matérielle pour les poussettes, par exemple. C'est plus sécurisant et plus confortable. Et il y a des zones qui ne sont pas accessibles. Moi, depuis que je suis véhiculée, j'adore le week-end me balader avec mon fils dans notre belle Wallonie. Et en bus ou en train, c'est pas possible. Voilà. Rien que pour aller à l'île d'Ivoire. Vous connaissez l'île d'Ivoire? Je vous mets au défi d'aller avec des petits-enfants, quand il faut prendre la canne à pêche, le seau, les jouets, les serviettes. Daphné, on l'a fait plusieurs fois. C'est un enfer. En fait, on part, on est déjà sur les nerfs, quoi. Et puis le retour, c'est pareil, il ne faut pas rater le train. Et la voiture, c'est vraiment une liberté incroyable, quoi. Rien que pour ce côté-là aussi, où on peut se libérer de cette charge mentale qui nous pèse. Voilà, donc on arrive sur notre dernière thématique. Et là aussi, l'épreuve de l'accès à l'emploi et la formation. Alors pour nous, c'est une équation qui est impossible. On l'a vu, on ne reçoit pas de pension, on est dans la précarité, on n'a pas de voiture, donc pour plein de projets, c'est pas possible. Et alors, là aussi j'ai un chiffre, j'adore les chiffres. Vous l'avez remarqué parce que ça appuie mes propos. C'est des réalités qu'on a vécues. Et pourquoi je me suis intéressée, je fouille, je suis un vrai détective. Parce que quand je parlais à des politiques ou à du public de mes difficultés et des difficultés d'autres mamans, on me disait la réponse classique, « Oh mais madame, c'est un cas isolé ». Et je supportais pas ça. Et là aujourd'hui j'ai mes chiffres et je suis bien contente de les avoir. Donc le baromètre des parents 2022. Parce que ça prend du temps quand même, ces recherches. Donc aujourd'hui, quand on interroge les parents, 7 parents sur 10, donc tout mélangé, tout confondu, estiment qu'il est difficile de travailler à temps plein en ayant des enfants. Et ce chiffre, il monte à 80% pour les plus jeunes. Donc imaginez quand on est seul avec les enfants. Déjà que c'est compliqué pour un couple classique. Et alors là, j'ai une petite image de Namur. Donc effectivement, le manque de place en crèche ne va pas nous favoriser l'accès à l'emploi, le retour à l'emploi. Donc à Namur, il y a 48 places pour 100 enfants. Et il y a 6 parents sur 10 qui éprouvent des difficultés à trouver une place en crèche. Et alors j'ai un autre chiffre, quand un enfant ne va pas à la crèche, dans 53% des cas, c'est sa mère qui s'en occupe. Ou les grands-parents. Et là aussi, je voulais aussi appuyer sur le fait que les modes de garde informels, donc parents, grands-parents, etc., famille, dans les milieux défavorisés, c'est que 2%. On peut compter que, il y a 2% des gens qui peuvent compter sur ce cercle-là.
Et dans les milieux socio-économiques plus élevés, c'est 22%. Donc vous voyez, c'est encore des freins. En fait, on cumule les difficultés. Quand on dit maman solo, c'est pas du gâteau, c'est pas juste pour la blague. Donc, autre chose. Alors ça, c'est des chiffres par rapport au travail. Donc, les parents isolés, 20% travaillent à temps partiel parce que il y a une inéquation des horaires de travail. On n'a pas de voiture, donc il faut courir partout, c'est impossible. Et c'est 3% pour les couples classiques. Et là, je vous laisse lire parce que là, c'est effarant. Voilà, donc comment voulez-vous qu'on s'en sorte? Si vous ne nous aidez pas, comme l'a souligné Marie-Claire, si vous ne proposez pas de mesures structurelles, pas des pansements, s'il vous plaît, des droits automatisés, là on pourra. Parce que courageuse, on l'est. La détermination, on en a. La motivation, on en a. Mais si vous ne nous mettez pas dans les conditions, on ne pourra pas y arriver en fait. Et les quand on veut, on peut, j'en veux plus. La résilience non plus, parce que pendant des années, moi je suis une résiliente, etc. Mais en fait, je me rends compte que la résilience, parfois, c'est un concept qui sert à masquer les inégalités sociales et à culpabiliser les gens qui ne peuvent pas s'en sortir parce qu'ils ne sont pas dans les conditions pour le faire. Alors tout ça, voilà, c'est nous, ça. Voilà, la vaisselle, les enfants, les courses, le travail. Et donc, c'est une grosse contrainte, c'est cette articulation travail-famille. Quand on est en situation monoparentale, c'est souvent des contrats précaires. Les horaires qui ne sont pas adaptés. On n'a pas de voiture, donc c'est compliqué. Hein. On l'a déjà bien souligné. Et donc, pour occuper le marché du travail, c'est vraiment compliqué. Alors là aussi, on a plein d'idées. Alors, un tarif mono pour les crèches, c'est déjà le cas à Bruxelles. Donc, il y a un tarif spécifique parce que ça aussi, les crèches, c'est quand même un sacré budget. Alors, un octroi de congé famille mono, ça, ce serait bien de sensibiliser les entreprises, le privé au public. Parce que moi, par exemple, je travaille dans un service public, on a le droit à 3 jours de congé pour enfants malades par an, c'est déjà super. Mais un couple, ils en ont 6, moi j'en ai que 3. Je grille tous mes congés, vous l'avez souligné, je prends des congés pour emmener mon fils chez l'orthodontiste, chez l'ophtalmo, chez le médecin. Et donc à la fin de l'année, à Noël, je suis seule au bureau parce que j'ai plus de congés et je ne peux pas prendre des congés sans solde. Donc ça, ce serait bien aussi qu'il y ait une sensibilisation au niveau des entreprises. Adapter les horaires des crèches et garderies parce que c'est bien de mettre des places en crèche, mais après 3 ans, nos enfants, ils ne sont pas autonomes en fait, ils ne peuvent pas s'occuper d'eux. Donc ça aussi, il faudrait des dispositifs. Et alors le chéquier babysitting solidaire, ça c'est mon préféré. Pourquoi? Parce que ça nous permettrait de souffler, ne serait-ce que d'aller boire, pas que pour chercher un emploi ou une formation, mais d'aller prendre un verre avec des amis, de souffler. Et il y a aussi une autre chose. Notre droit à la vie affective et sociale, il est bafoué. Moi, j'estime que je ne suis pas qu'une maman, j'ai le droit d'avoir des rendez-vous Tinder, ok? Et là, aujourd'hui, je ne peux pas. Parce que quand Pierre-Paul Jacques me dit « Oh, on va boire un verre », je dis « Je préfère manger », parce que je suis une gourmande. Je lui dis « Prochaine dispo dans 15 jours ». Mais pendant ces 15 jours, il y a Chantal et Sylvie qui passent. Et moi, je réduis toutes mes chances de rencontrer. Alors, je le dis sur le ton de l'humour, parce que c'est une formule qui fonctionne bien, mais c'est une réalité. Et donc, c'est pas juste. Parce que les papas, eux, ils refont leur vie, ils font carrière, ils n'ont que à penser le matin. Si 2 week-ends par mois, ils ont les moutards, on met les Disney, il n'y a pas de réveil, il n'y a pas de devoir, il n'y a aucune contrainte. Et nous, notre vie affective, il est bafoué. Donc, on veut des chéquiers Tinder, s'il vous plaît. Merci beaucoup. Voilà. Et alors, la dernière chose qui me paraît, moi aussi, fondamentale, c'est un dispositif de soutien à la reprise d'études et de formation. Là, je passe un message personnel pour la Fédération Wallonie-Bruxelles, s'il vous plaît. J'ai repris un bac. Mon fils avait 3 ans. Je venais de me séparer. J'avais 33 ans. C'est un bac que j'ai fait à l'école industrielle et provinciale de la ville de Namur, qui s'appelait communale avant. Eh bien, j'ai fait 3 ans tous les jours. 3 ans tous les jours au chômage. Je n'ai pas eu d'allocation d'études. Rien. 0. Parce que c'est de la promotion sociale. Et pour moi, ça, c'est un non-sens total. Parce que la promotion sociale, on dit que c'est l'école de la deuxième chance. Les 180 crédits, je les ai faits. Je vous assure que j'ai failli abandonner 1000 fois, mais je me suis dit non, c'est ton seul salut finalement pour te sortir de cet état précaire. Et régulièrement, je vais sur le site de l'allocation d'études de la Fédération et je vois cette phrase qui me hérisse, qui me révolte, pas éligible à la promotion sociale. Et je ne comprends pas pourquoi. Parce que moi, la dernière année, j'ai dû aller à la banque. Alors vous savez, peut-être que vous ne le savez pas, mais ceux qui sont dans la galère
sont sûrement au courant. À la banque, vous avez 2 paliers de découvert. En général, c'est moins 600 et moins 1200. Moi, j'avais moins 600. J'ai été à la banque avec mes bulletins pour prouver à la banquière que ce que je demandais, ce n'était pas pour un voyage aux Bahamas, mais c'était pour terminer ma 3e année. Parce qu'à ce moment-là, il fallait encore imprimer les TFE. C'est 150 € parce que j'ai fait des gros TFE. Mais donc, et je lui ai dit, madame, si vous ne m'accordez pas ce palier-là, on parle de quelques centaines d'euros, je ne pourrai pas finir ma dernière année. Elle a été hyper touchée. Et pour moi, ça, c'est un levier facile. On fait une petite réforme, on supprime cette phrase. Alors, dans la mesure où c'est une formation diplômante, entendons-nous bien. Donc c'est un diplôme qui est délivré. Et ça, pour moi, si vous pourriez faire quelque chose, ce serait vraiment une belle récompense. Et alors, on vous a mis ça pour vous inspirer aussi. Donc Québec, ils ont un dispositif qui s'appelle Maman va à l'école. Et donc c'est un dispositif de soutien financier, un soutien logistique pour les mamans qui retournent à l'école. Parce que vraiment, moi, ça m'a changé la vie. J'ai enchaîné après avec un master en cours du soir. Mon fils était plus grand. Et ma vie, elle s'améliore de jour en jour. Donc vraiment, pour moi, ça, c'est un levier sur lequel il faut mettre l'accent sur l'émancipation. Et c'est avec les chéquiers Tinder, s'il vous plaît. Merci. Monsieur Lemoine, pour le défi. Alors oui, vous avez raison, il faut mettre l'accent sur la formation et pour ça, je pense que la mesure de la suppression du statut de cohabitant fait en sorte que les familles monoparentales et principalement les mamans ne doivent pas se concentrer pour savoir ce qu'il va y avoir dans l'assiette le lendemain, même si elles ne sont pas encore assez élevées, et le fait d'aller se reformer, puisque vous savez que mon parti n'est pas comme certains pour dire que les allocations doivent s'arrêter après 2 ans, de faire en sorte d'avoir une formation effective pour justement pouvoir évoluer dans la société ou se réorienter. Ensuite, avoir des congés, conciliation, comme on appellerait ça, entre la formation, la vie privée et le travail, puisque parfois certaines travaillent, veulent se reformer et ont une vie privée, donc pouvoir avoir des congés plus favorables dans son travail pour aller se reformer et évoluer dans sa formation. Évidemment, les places dans les crèches, mais aussi concilier les activités scolaires et extrascolaires avec l'horaire de travail, parce qu'aujourd'hui, le gros problème, c'est que les horaires d'école finissent trop tôt, et donc si vous voulez vous former ou travailler quand vous êtes une maman solo, c'est impossible puisqu'il faut aller chercher les enfants à l'école et donc développer les maisons d'accueil d'enfants que le ministre Claire Failly, chez nous à Bruxelles, a fortement développé pendant sa législature. Je termine juste en 10 secondes. Et faire en sorte que ce dispositif soit élargi à la Wallonie pour que les enfants de 6 à 12 ans puissent avoir des activités extrascolaires pendant que leur maman se reforme. Merci beaucoup. Madame Mathieu. Voilà, moi j'étais dans le cas aussi, donc j'ai pris des cours et les formations étaient impossibles à réaliser, tout simplement, parce que quand on fait des stages dans le milieu de l'éducation, voilà, les horaires en service de placement familial, souvent sont des horaires qui terminent à 22h ou qui commencent à 14h, et qu'est-ce qu'on fait de nos mioches, quoi. On ne peut pas les remettre dans un bocal, donc il va falloir trouver des solutions aussi pour permettre aux mamans de se former, ou peut-être même d'avoir un statut qui est reconnu en tant que maman, parce que c'est aussi un travail à temps plein de s'occuper de nourrir, d'élever son enfant, de le choyer, de le materner. On n'a plus ce droit d'élever nos enfants jusqu'à ce qu'ils rentrent à la maternelle. Enfin, on ne l'a jamais eu, quoi. Donc, personnellement, c'est pas normal. Je veux dire, on devrait pouvoir avoir le choix de pouvoir grandir, élever nos enfants. Même les 6 premiers mois, sans devoir les mettre dans une crèche et devoir payer. C'est la course pour tout. Donc, un accouchement, c'est pas rien. Donc, ça mérite quand même aussi du repos et que ce soit reconnu, quoi. Prenons soin de nos enfants. Alors, une première mesure, on peut travailler sur la question de nouveau de la gratuité, notamment des garderies après l'école, donc pour pouvoir soit travailler, soit se former. Pareil, en ce qui concerne les crèches, ça coûte encore très cher, et donc malgré tout, ça peut être aussi un frein. Je voulais revenir sur la question de la chasse aux chômeurs, parce qu'aujourd'hui, on essaie quand même de faire rentrer un carré dans un rond. Au moment, ça ne marche pas, les chiffres ne concordent pas. Donc, on a quand même à peu près 40 000 demandeurs d'emploi ou travailleurs sans emploi. Non, pardon, je mélange mes chiffres. On a 220 000 personnes qui cherchent un emploi, mais par contre, on a une quarantaine de milliers d'emplois. Donc, quand bien même on forme correctement les gens pour les mettre dans les emplois, en fait, ça marche toujours pas, quoi. Je veux dire, il reste des gens qui ne trouvent pas d'emploi et c'est pas de leur faute. Donc, il faut arrêter un moment de mettre la faute de nouveau de manière très individuelle et très culpabilisante sur les gens.
Donc nous, ce qu'on aimerait, c'est des créations d'emplois dans les secteurs publics. Tout à l'heure, je parlais de la mobilité. Ben, c'est un secteur dans lequel on doit investir, mais aussi créer des emplois. Aujourd'hui, à la SNCB, on supprime des emplois. Je vais donner un cas concret, mais ma collègue cheminote tantôt me disait on supprime le poste des personnes qui avant aidaient à mettre les personnes à mobilité réduite dans les trains. Donc ça, c'est très concret. On supprime des postes, on supprime des guichets. Madame, juste une petite seconde, le temps que... Non, non, ça va? monsieur, je peux C'est réglé? Ah oui, pardon. Ah, je sais pas. Le temps que tu travailles. Moi, c'est parce qu'habituellement, on fait tout comme ça, donc moi, je mets... Ah bah oui. Comme vous le souhaitez. Moi, il n'y a pas de problème. Moi, je préfère. Ça facilite votre travail. Donc, un premier élément, je rassure certains, une lecture attentive de notre programme permettra de découvrir que nous proposons au cours d'une carrière de pouvoir passer de 2 jusqu'à 5 ans le bénéfice de l'allocation de chômage, précisément pour pouvoir suivre un cursus de formation en cours du jour et ne pas être contraint de devoir obligatoirement passer par les horaires décalés ou la promotion sociale. Premier élément. 2, je pense que le plus beau des diplômes, madame, que vous avez pu acquérir, c'est celui aussi du vécu. Quand on voit ce soir de quelle manière vous étayez tout ce qui est évoqué, je pense qu'on doit en tenir beaucoup de leçons avec beaucoup d'humilité. 3, je souscris beaucoup à l'idée des mamans boursières. Je trouve que c'est vraiment quelque chose dont on doit s'inspirer. C'est une bonne chose. 4, nous proposons, nous, de doubler le nombre de crèches d'ici 2030, parce qu'on sait que c'est une galère, et de rendre alors celles-ci progressivement gratuites. Ce sont des questions de choix budgétaires, mais on sait que c'est un vrai enjeu. Et 5, pour revenir sur le chèque Tinder que vous évoquiez, il fut un temps, il existait des chèques sport en Wallonie, parce qu'on avait voulu faire la promotion, notamment auprès des familles les plus précarisées de cette discipline. Dans la même logique, on peut offrir des chèques répit, notamment pour ce babysitting qui est indispensable pour pouvoir souffler, parce que l'épuisement des familles monoparentales, c'est aussi une réalité. Moi, je suis une vraie... C'est tout. C'est une question technique. Sinon, le pauvre, il a toujours... Ben oui. On va lui laisser le temps de s'installer. Oui, le pauvre. Merci, Julia. C'est pour qu'on puisse vous voir après sur... Voilà, ce sera retransmis sur YouTube. Voilà, la priorité en tout cas, c'est de créer des places d'accueil pour la petite enfance. Alors moi, je ne dirais pas sur des crèches, mais sur des micro-crèches, donc des cellules de 2 accueillantes qui sont beaucoup plus facilement mises en place et donc qui sont des structures aussi qui sont subventionnées par l'ONE et donc du coup les parents payent en fonction de leurs revenus. Et comme ça, tout le monde s'y retrouve, mais ça c'est une... Pour moi, garder ses enfants, ça doit être un choix et pas une contrainte. Et aujourd'hui, 3 parents sur 10 qui demandent une place dans une crèche se voient refuser cette place-là. En tant que femme, en tant que maman de 3 enfants, moi, je ne peux pas concevoir qu'en 2024, on soit encore obligé, nous les femmes, parce qu'on l'a dit, les chiffres parlent, on doit arrêter de travailler pour garder nos enfants, si ce n'est pas notre choix. Donc ça, c'est pour moi la priorité des priorités. Au niveau de... à nouveau, quand on est maman, on sait ce que c'est de jongler avec les horaires des activités extrascolaires et scolaires. Et donc, comme je l'ai dit tout à l'heure, la priorité aussi, c'est de développer l'ATL, l'accueil temps libre, au sein des écoles pour éviter tous ces transports et autres. Et alors, un petit point concernant les titres-services, les permettre qu'ils soient partagés pour pouvoir faire la garde d'enfants, donc pour Tinder ou autre, comme ça vous aurez... Voilà, merci. On aurait bien voulu vous laisser continuer, mais... On en parlera après. Merci. Alors, je pense que ce qui est essentiel dans le cadre de ce qu'on vient de discuter, c'est de bien focaliser sur le fait qu'aujourd'hui, les mamans solo, ce sont majoritairement des travailleuses pauvres qui font des temps partiels non choisis. Et donc, pour moi, les éléments sur lesquels il faut absolument insister, c'est le salaire de ces mamans. Et donc, continuer avec le maintien de l'indexation automatique des salaires. On s'est battu bec et ongles sous cette législature pour le maintenir. C'est un acquis sur lequel c'est une ligne rouge. L'indexation automatique des salaires, ça doit être poursuivi. Augmenter les salaires minimums, on l'a fait pour la première fois depuis 12 ans, mais ces salaires minimums pour les bas et les moyens revenus, on doit continuer à les augmenter. Et si je peux revenir encore avec une toute petite mesure, s'il me reste un peu de temps, c'est la réduction collective du temps de travail.
32 heures semaine, 4 jours par semaine, avec le même salaire. Et je pense que ce serait une solution essentielle pour toutes les familles monoparentales et les mamans solo. Alors je sais que certains partis nous disent c'est infinançable, ça coûte trop cher, etc. L'argent en Belgique, il existe. Et la Cour des comptes a démontré que notre proposition, elle était finançable et qu'elle n'impactait pas la dette publique. Merci. Vous pointez là juste, le juste équilibre entre la culpabilisation des individus et l'impact et la responsabilité de la société et du système. Et je trouve qu'on doit voir les choses dans leur globalité, avec d'abord de la création d'emplois et, si possible, et absolument pour nous, des emplois qui sont compatibles avec une vie familiale, y compris quand on est un parent, une maman solo. C'est-à-dire avec des horaires qui sont prévisibles, avec des jours de congé spécifiques pour le soin aux enfants. Ça veut dire aussi un emploi qu'on doit pouvoir quitter sans être sanctionné par l'ONEM si on a besoin à un moment de souffler parce que l'emploi ne convient plus ou bien parce que ce n'est plus compatible avec notre vie de famille. Deuxième élément, c'est évidemment la plus grosse priorité, c'est 5000 places dans les crèches. Et aujourd'hui, on sait qu'il n'y a pas encore assez de places. Et donc, nous sommes favorables à un système dans lequel les familles monoparentales mettent leurs enfants dans des crèches privées qui sont très chères, mais dont le montant sera supporté par le public en attendant d'avoir vraiment des places. J'avais encore plein d'autres choses. Je suis désolée. Posez plein de questions. C'est le jeu. Merci beaucoup. Donc voilà, on arrive à la conclusion. Donc j'espère que vous aurez... Là, je vais vous citer une recommandation. Donc c'est la Fondation Roi Baudouin qui a établi une recherche qui date de octobre 2023. Donc c'est très récent sur la déprivation des enfants en Belgique. Alors je vous invite à aller consulter les conclusions, c'est quelques pages ou les recommandations. Et il y a une phrase que je retiens, c'est celle-ci. C'est une urgence sociale de prendre en compte la vulnérabilité des familles monoparentales. Et on demande une carte parent solo qui nous octroierait toute une série de droits. Pareil, je donne juste un dernier exemple, pour les musées, les cinémas, tout ce qui a trait à la culture, les parcs d'attractions, vous avez le tarif BIM, tarif PMR, tarif aîné, senior, enfin toute une série de familles monoparentales, il n'y a rien. J'ai fait l'exercice sur sur plein de sites et il n'y a jamais rien. On est vraiment invisibilisé. On a le droit aussi aux loisirs. Donc, prime de rentrée scolaire pour la commune, ça se fait dans une commune à Liège. Hein, voilà, une petite inspiration. La taxe déchets, Monsieur Prévost, je viens de la recevoir. Après, je vous laisserai la parole au public. Je viens de la recevoir. À Namur, il y a 3 tarifs. Ménage une personne, ménage 2-3 et plus de 3. Je suis considérée comme un ménage de 2-3. C'est 200 €. Je viens d'envoyer pour faire un plan de paiement, comme d'hab, pour payer en plusieurs fois. Ils sont sympas, ils me disent toujours oui. Parce que je mets toujours les chiffres. Et là, pareil, pour moi, c'est une injustice qu'on pourrait gommer parce que finalement, mon collègue qui a 2 revenus, qui a un couple, avec un bébé, ils sont 2-3, et donc on paye le même montant. Et là, je trouve qu'il y a un levier aussi. Bref, garderie, enfin voilà, tout ce qu'on vient de parler, achat d'un ordinateur, chèque vacances, parce que pareil, hein, nous, 10 ans à la plage d'Amé à Jambes, à un moment donné, on en a marre de nager dans la Meuse. On aimerait aussi une mer bleue et chaude. Donc voilà. Et surtout, automatiser, s'il vous plaît. J'ai participé à un projet sur le non-recours aux droits chez Vie Féminine, et ça aussi, ça brise des vies. Il n'y a pas que... Parce qu'il y a la non-information, mais il y a la non-proposition. Enfin, il y a plein de facteurs qui expliquent ce non-recours aux droits. Donc, s'il vous plaît, automatisez. Je me dis qu'aujourd'hui, avec toutes les avancées numériques, les bases de données qu'on peut croiser, je pense aux allocations familiales qui peuvent, elles, cibler clairement qui sont les familles mono. On les identifie, paf, paf, on envoie une carte parent solo. On peut déjà commencer au niveau communal, hein, avec tous les acteurs locaux culturels, en disant, voilà, maintenant, on vous envoie une carte parent solo. En voici un exemple. Et vous avez un petit tarif de réduction, mais quelques euros symboliquement, si on a une entrée à 1 € à Reine Fabiola au lieu de 3 €, mais parce que clairement, on est à 2-3 € près. Enfin, il faut vraiment que vous vous en rendiez compte, vraiment. Et je voulais terminer avec ce message. Le constat, il est accablant, mais vous voyez qu'il y a des pistes de solutions. Nos parcours, moi, alors on me félicite souvent,
Mais mon message, c'est pas de dire si j'ai réussi, tu peux le faire. Pas du tout. Le message, c'est je veux surtout pas que notre maman passe par le chemin que j'ai emprunté. Parce que même moi, quand je regarde en arrière, eh ben, j'ai le vertige et je me demande comment j'ai tenu. Alors j'ai fait des burn-out intériorisés, sûrement parce que mon fils, il était là, il fallait bien s'en occuper. Et je vous donne juste ça, je sors d'une thérapie d'1 an pour soigner tout ça. Parce qu'on ne sort pas indemne d'un parcours précaire quand il s'installe sur plusieurs années. Quand on met en place des choses pour s'en sortir et que non, malgré tout, malgré les diplômes, eh ben non, on ne s'en sort pas, eh ben ça marque. Donc voilà, alors oui, je suis résiliente, mais s'il vous plaît, pour les autres, et c'est pour ça que Monique et moi, on est là aujourd'hui. Parce que tout ce travail, ça nous a demandé beaucoup de temps. Je voudrais faire un merci particulier à mon fils. Il ne voulait pas que je le fasse, mais je le fais quand même. Parce que ces dernières semaines, j'étais là, mais voilà, il a mangé beaucoup de plats picards. Merci pour faire ce vélo. Parce que ça nous a pris du temps. Donc voilà, on vous remercie. Et donc, il est important d'investir dans l'enfance. Il ne faut pas que ce soit considéré comme un coût, mais comme un investissement qui va générer une contribution à la croissance du pays. Alors, avant les gestions, je mets juste les remerciements. Ben non, ils seront dans le ciel diapo, mais j'avais préparé des petits trucs, mais non, c'est pas grave. Je voulais remercier particulièrement toutes les personnes qui nous ont permis de mettre sur pied ce débat, vraiment du fond du cœur. Donc, il y aura un slide tout à l'heure avec une petite musique. Vous serez dedans, parce que là, vous citez comme ça, j'ai pas envie d'oublier les gens. On vous remercie, mais vraiment beaucoup. Sans voiture, ce débat n'aurait pas eu lieu. Si je n'avais pas été véhiculée, ce débat n'aurait pas eu lieu. Je vous remercie et je vous laisse la parole maintenant au public. S'il y a des questions, c'est à vous. Merci beaucoup.